Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Good evening, Fräulein. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Indiana Jones. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Okie dokie, Dr. Jones, hold on to your potato. Toss him then for mine. Bonne écoute. I told you! Don't call me Junior. Bienvenue au Pérou. Aujourd'hui, on parle de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008 et réalisé par Steven Spielberg, avec Harrison Ford, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt, Ray Winstone et Kate Blanchett. Je suis Mathieu, ou peut-être que vous préférez camarade, je suis Mathieu. Alors, bienvenue dans la rétrospective des Indiana Jones. Aujourd'hui, c'est le film qu'on pensait pendant plusieurs années que ça allait être le dernier Indiana Jones. Puis, finalement, ce qu'on va savoir dans quelques semaines, c'est que c'est pas le dernier Indiana Jones. Finalement, plusieurs années après le film d'aujourd'hui, quelque chose comme 15 ans après, on va finalement avoir un dernier Indiana Jones. En tout cas, avec Harrison Ford, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'Indiana Jones va voir peut-être remettre le chapeau et reprendre le fouet dans 15 ans? Ça, on saura peut-être dans 15 ans, mais en tout cas, Harrison Ford, dans le nouveau film, va avoir quelque chose comme 80 ans, fait que dans le film d'aujourd'hui, 65 ans. Fait que, en tout cas, peut-être qu'à 95 ans, ça va encore l'intéresser. Faut jamais dire jamais. Ça, c'est Henry Jones Senior qui a déjà dit ça, si vous comprenez la référence. Mais, à part de ça, c'est ça. On s'en va vers le nouveau film, là, au prochain podcast, quand on va parler d'Indiana Jones dans quelques semaines. Ça devrait être dans 3 semaines. Je vais parler là, du nouveau film là, d'Indiana Jones avec Serge. Aujourd'hui, Serge n'est pas là. Donc, je fais le film, je couvre le film tout seul, mais comme j'ai dit, il devrait être là au prochain podcast. Fait que c'est ça. Où est-ce qu'on a laissé notre franchise la dernière fois, en 1989? On avait eu toute la franchise de télé, là, Young Indiana Jones, où il avait été travaillé dessus. Il y a un comic qui était une bande dessinée comme toutes les bandes dessinées là, qui était sorti à l'époque, qui était basé là, sur des qui faisait d'autres aventures d'Indiana Jones. C'était basé sur peut-être une idée. En tout cas, c'est l'écrivain là, de cette série-là qui est apparu là, dernièrement sur un podcast puis qui a parlé de ça, que c'était supposément peut-être une idée d'avoir River Phoenix qui faisait Indiana Jones au début là, de la dernière croisade, qu'il aurait peut-être continué là, avec faire une série là, d'Indiana Jones en film avec River Phoenix pour faire plus un Indiana Jones peut-être un peu plus vieux que dans la série télé là, mais c'est ça. En tout cas, quand River Phoenix est décédé là, quelque chose comme en 93 là, tout ça est tombé à l'eau. En tout cas, ça c'est selon là, l'écrivain là, des bandes dessinées là, des années là, 90. Mais c'est ça, fait qu'à la suite de ça, quand même, Lucas avait toujours un petit peu une idée là, de comment partir là, pour un quatrième film. Puis dans le fond, là, il commençait à s'intéresser à peut-être faire une histoire là, d'extraterrestres, où ce que Indiana Jones allait trouver là. En tout cas, on allait mêler des extraterrestres là-dedans. Donc, il a approché Steven Spielberg là-dessus, puis Harrison Ford. Eux autres, ils étaient pas trop certains qu'ils voulaient s'en aller avec ça. Faut pas oublier que Steven Spielberg avait fait là, la rencontre du troisième type là, et aussi là, il avait fait le film là, de Tale extraterrestre. Fait que retourner là, tu n'étais pas trop certain de ça. Mais éventuellement, tranquillement, pas vite, Lucas il a commencé là, à gagner un peu là, de son idée. Fait qu'on est rendu quelque chose comme en 95, 96. On a commencé à écrire un script. Puis finalement, il y a un petit film qui sort
dans l'été 96 qui s'appelle Independence Day, où ce qu'on a des extraterrestres qui envahissent la Terre. Fait que ça a fait assez... ça a mis un frein à pas mal tout ça, tout simplement par l'idée que on a eu des extraterrestres là, qui ont fait un gros succès là, au box-office. Fait que ça a pas mal tué l'idée jusqu'à quelque chose comme une dizaine d'années plus tard, quand finalement on a commencé à retravailler l'idée. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu Lucas que lui, à partir de là, il a pris ses idées, puis il a dit bon, je vais mettre ça sur le réchaud, puis je vais aller travailler sur mes Star Wars, parce que là, on a eu les prequels qui sont sortis là, entre-temps. Fait que lui, il a tout fait là, ses trois épisodes 1, épisode 2, épisode 3. Puis pendant ce temps-là, M. Spielberg, il a fait plein d'autres affaires aussi. Là, des films que j'ai notamment parlé, là, comme les Jurassic Park en 93. Il a fait le deuxième film là, quelques années plus tard. Puis il a fait des films un peu plus sombres qui vont finalement peut-être un peu là, changer un peu l'idée là, de pourquoi qu'on n'a pas les nazis aujourd'hui. Il a fait comme des films comme La liste de Schindler, que c'est ça, dans le fond, là, à partir de là, il s'est dit, regarde, je ferai plus jamais une histoire de nazis, je peux pas rire des nazis, là, c'est vraiment trop sombre, puis dans le fond, ça le rapporte un peu là, à qui qu'il est lui-même. Là. Fait que c'était comme ils ont barré l'idée pour les nazis, puis c'est pour ça qu'on va avoir plus des Russes aujourd'hui. Puis c'est ça, fait que l'idée là, qu'à partir de là, sont arrivés à peu près en 2005, puis là, on a commencé à se dire, là, c'est peut-être le temps de refaire un Indiana Jones, là, on se sent un petit peu mieux là-dedans. On avait, comme j'ai dit, il y avait les prequels qui étaient faits pour George Lucas. Je cherchais peut-être quelque chose là, à faire à partir de là. L'idée quand même à Lucas, puis je sais pas si c'était une erreur de faire le troisième film d'Indiana Jones de la manière qu'on l'a fait, un peu garder là, le côté religieux des choses, puis peut-être, je sais pas si ça va être un impact qu'on va avoir sur le film, parce que on est comme parti dans une autre direction là, avec les extraterrestres aujourd'hui. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, George Lucas est arrivé à Steven Spielberg puis a dit, tu sais, ça sera pas des extraterrestres, ça va être des êtres interdimensionnels. Fait que, tu sais, il a joué un petit peu ses mots, mais c'est ça un petit peu l'idée, un peu, tu sais, c'est pas exactement la même affaire, mais en tout cas, on va en parler tantôt. Fait que là, on est en 2008, faut pas oublier un peu qu'est-ce qu'on avait à l'époque. On avait eu, quelques années avant, on avait eu le dernier Die Hard, je pense que c'était en 2007, le dernier de cette époque-là, c'est comme un peu un renouvellement peut-être, là, Die Hard, Live Free or Die Hard plutôt. On avait eu un retour aussi là, de Rambo la même année ou l'année précédente. On avait eu aussi Rocky qui était revenu avec Rocky Balboa. Donc toutes des anciennes franchises qui avaient eu un énorme succès là, dans les années 80. Fait que c'est pourquoi pas ramener justement Indiana Jones. Mais en même temps, quand on fait quelque chose de vieux, il faut quand même mettre un peu de neuf. On a eu quand même aussi là, le protégé, on va appeler ça le protégé là, de Steven Spielberg à l'époque qui avait sorti, qui avait joué dans un film là, qui s'appelle Paranoïaque en 2007 et un autre film que j'ai couvert au tout début du podcast et que j'ai continué cette rétrospective là la semaine passée, le film de Transformers 2007 venait de sortir, fait que tu sais comme on était un peu là, tout dans un temps là, où ce que dans le fond, on a le produit là, de 2008 aujourd'hui qui est pas mal là, la somme de tout ça ensemble. Alors, le synopsis va comme suit. En 1957, en pleine guerre froide, l'archéologue et aventurier Indiana Jones est kidnappé par des agents soviétiques menés par Irina Spalko. Il recherche le crâne de cristal d'Alcator, un artefact mystique au pouvoir surnaturel. Aidé par son ancienne flamme, Marion Ravenwood, et leur fils Mott Williams, Indiana Jones parcourt le globe pour retrouver le crâne et empêcher les Soviétiques de l'utiliser à des fins malveillantes. Leur quête les mène dans les ruines antiques, des jungles dangereuses et des tombeaux oubliés. Alors, le but du film, c'est pas mal essayer de peut-être faire une conclusion au personnage d'Indiana Jones, peut-être faire, je veux pas dire un greatest hits
la franchise, mais un peu là, pour clore, faire une finalité, peut-être essayer là, de passer le flambeau, mais en se gardant quand même des portes ouvertes. On va quand même essayer là, d'ouvrir des portes pour la franchise, quelque chose que Lucas, comme je disais tantôt, quelque chose qui voyait qu'on pouvait faire avec le personnage d'Indiana, mais comme je disais, là, le fait que peut-être que le troisième film était resté plus sur le côté là, religion, peut-être que ça gardait que le monde faisait juste penser qu'on devait rester dans le côté religion, mais Lucas, dans son interprétation, c'est qu'on peut faire n'importe quoi comme univers. À chaque film, on peut recommencer au complet, puis c'est ça, fait que on a changé ça un petit peu là, en ayant pour peut-être le côté là, plus extraterrestre ou personne qui voyage là, interdimensionnel, là, en tout cas, comme qu'ils vont appeler ça aujourd'hui. Mais à l'essence, c'est pas mal donner une finalité là, à notre archéologue. Alors, mon point de vue dans le film aujourd'hui, je l'ai vu au cinéma là, quand il est sorti là, en 2008. Je l'ai réécouté à la maison là, quand il est sorti en DVD. Je me suis acheté le coffret là, avec les 4 films. Puis la dernière fois que je l'ai vu, ben, c'était avec les 3 autres, tout simplement. Là, c'est un à la suite de l'autre que je l'ai vu. Puis fait que ça fait quand même 7-8 ans là, que je n'avais pas vu le film d'aujourd'hui. C'est sûr, comme plusieurs gens là, que je parle, là, je veux dire, je pense que c'est pas mal unanime. Pourtant, je regarde comme le score sur IMDb, c'est quand même pas une catastrophe totale. Il est plus bas que les 3 autres, mais c'est pas une horreur, c'est pas une destruction totale. Il n'y a pas une baisse. Il y a 6.1, quelque chose de même, qui est une note de passage là, dans mon livre à moi. Là, fait que, moi, c'est sûr, à l'époque aussi, là, je veux dire, j'étais un petit peu déçu, mais sans vraiment être révolté comme tout le monde. On va reparler là, de quelques petites affaires aujourd'hui, mais je pense qu'aussi là, on regarde là, on est 15 ans plus tard après le film qu'on parle aujourd'hui. Puis je pense que la poussière a retombé, il y a des choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Puis c'est sûr que là, ben, avec le visionnement là, des 3 autres films, puis les ayant tout disséqués là, pour le podcast, que quand on met ça en contexte, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui là, qu'on va pouvoir discuter, puis que dans le fond, que la franchise a déjà fait des affaires peut-être pires là, que dans le film d'aujourd'hui. Mais, fait que c'est ça. En tout cas, c'est mon point de vue là, en rentrant pour aujourd'hui. Donc, le film ouvre sur le logo Paramount, puis comme on a eu dans les 3 autres films, ben c'est ça. On a comme c'est pas des furets, là, mais je sais pas exactement là, comment ça s'appelle. Là, c'est des chiens de terre ou quelque chose de même. Là, fait que, on ouvre là-dessus. Bon, ça a l'air que c'est des vrais. Là, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment des vrais. Là, ça a l'air qu'ils ont vraiment été photographiés, là, ces animaux-là. Mais on les revoit un peu plus tard, là, lorsqu'il y a Indiana et le russe, là, Dovchenko, ils sont ça comme un missile là, de test. Puis, ils regardent ça. Là. En tout cas, je suis pas sûr si on n'a pas essayé de faire ça à l'informatique. Mais le but de ça, c'est de faire la transformation entre la montagne de Paramount puis quelque chose dans le film. Puis, c'est juste que ça a comme pas rapport tout à fait. On avait une montagne dans le dernier film qu'il y a comme peut-être un peu, comme c'est la géographie. Mais là, je veux dire, dans le fond, là, on s'en fout pas mal. Là. C'est juste pour qu'il y ait un point de vue en partant. Puis, dans le fond, on est dans le désert du Nevada en 1957. Puis là, dans le fond, on rencontre une voiture avec des finissants ou quelque chose de même, là, des jeunes personnes là, qui veulent s'amuser dans le fond, puis qu'ils tombent sur un convoi là, de militaires à côté pour essayer là, essayer là, de les mettre au défi là, de peut-être essayer là, de la performance, en tout cas juste un peu là, pour se taquiner un peu. Puis en même temps, ben, c'est ça, on nous fait écouter là, la musique là, de Elvis Presley, là, Hound Dog, comme un peu pour
vraiment nous débalancer avec qu'est-ce qui s'en vient, où ce que dans le fond, là, les militaires, eux autres, s'en vont à la base là, 51 là, dans le désert, là, qui est comme la base où il y a des, comme toutes sortes d'expériences, où en tout cas, il y a des choses là, qui sont gardées là, le top secret. Puis c'est pas très dur rentrer là, à cet endroit-là. Puis c'est ça. En tout cas, c'est juste le contraste un peu qu'on veut nous faire. C'est que peut-être que toute la gang qui est là, on voit qu'ils sont peut-être pas trop à leur affaire, mais en bout de ligne, ben, c'est ça, ils sont là. C'est vraiment là, des gens qui sont dangereux, que là, ils vont rentrer là, puis que dans le fond, ils vont tuer là, tous les soldats qui sont sur place. Mais comme je dis, c'est un endroit qui est très top secret, ben, en bout de ligne, c'est vraiment pas compliqué de rentrer là. Il y a une chose que je vais remarquer tout de suite, pas mal, là, quand on va commencer à voir le monde sortir, puis on va être introduit à Indiana, puis on va voir les Russes, puis on va voir un peu là, toute l'armée là, se dissiper là, sur la base. Ils sont clairement sur un plateau. Même l'introduction, là, où que, dans le fond, ils arrivent là, à la grille là, pour rentrer là, sur la base. On a là, Dovchenko, là, que lui, dans le fond, il va se pencher, puis il y a 2-3 gardes là, arrière de lui, puis qui vont tous mitrailler là, les gars de la porte. Puis, tu sais, c'est comme, on voit là, que c'est vraiment là, juste comme probablement un écran bleu en arrière, puis que ça a été rajouté à l'informatique. Honnêtement, là, ça me débarque déjà en partant. Il y a un problème dans le visuel aujourd'hui. Quelque chose là, que je me dis, tu sais, on a la gang là, de Industrial Light and Magic, dans le fond, la compagnie là, de George Lucas, qui va s'occuper là, des effets visuels dans le film aujourd'hui, qui est supposément une des grandes compagnies là, d'effets visuels, puis que dans le fond qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Honnêtement, quelque chose que à l'époque il n'y avait pas grand chose. Il y avait Weta, je pense là, qui faisait là, les Seigneurs des Anneaux aussi là, qui nous avait apporté là, des visuels là, vraiment remarquables. Puis c'est ça, on a Industrial Light and Magic que il avait fait là, les prequels de Star Wars là, dernièrement. Puis dans le fond, c'est comme pas comparable là, comme travail là. Honnêtement, je trouve que je veux pas juste parler en négatif là, de Industrial Light and Magic, mais je suis pas convaincu là, par leur travail. On voit que c'est leur nom, puis c'est juste parce qu'ils ont fait les Star Wars, mais en étant ben honnête là, on s'entend-tu que le visuel qu'ils font, puis c'est pas très vargeux. Surtout, on le voit dans le film aujourd'hui. Honnêtement, puis c'est pas juste dans le CGI. Là, on peut arriver et dire, ouais, mais là, Mathieu, tu es en train de te plaindre sur des effets CGI. Non, je suis pas en train de te plaindre juste sur des effets CGI. Plus tard, on va essayer là, de faire des maquettes. À 2 endroits, je pense qu'on va avoir des maquettes. On va avoir la bombe sur le village. Puis plus tard, on va avoir un cimetière. Il y a un autre, il me semble qu'il y a une autre maquette, là, elle me revient pas, là, peut-être que je vais y repenser tantôt. Mais les maquettes aussi, ils sont dégueulasses, surtout là, celle-là du cimetière là, qu'on va parler tantôt. C'est complètement horrible. On dirait qu'on veut s'arranger pour forcer le CGI pour montrer que dans le fond, c'est la nouvelle technologie. Puis là, c'est ça, on commençait à beaucoup faire là, du CGI là, à cette époque-là, puis peut-être qu'on avait oublié comment faire là, du pratique à cette époque-là aussi. C'est bien possible. Dans le fond, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'il faisait plus pratique, puis là, tout d'un coup, ça prend juste 3-4 ans. Loin des yeux, loin du cœur, peut-être. Là, je sais pas, mais on dirait qu'ils sont plus compétents du tout. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans le côté visuel. Là. En tout cas, je suis désolé de partir sur une mauvaise note là, déjà en partant, mais je vais juste tasser ça tout de suite du chemin. Faut pas oublier que le cinématographe aussi, là, je vais embarquer là-dessus. On avait eu un cinématographe là, sur les 3 premiers films. On a un que, dans le fond, là, qui va avoir travaillé avec Steven Spielberg depuis la liste de Schindler. Puis, dans le fond, le monsieur là, qui photographiait les 3 premiers Indiana Jones, là, il était rendu très très âgé. Là. Il est mort genre en 2016 à l'âge de 103 ans, mais c'est ça. On a quand même une bonne équipe, dans le fond, pour filmer qu'est-ce qu'on a.
parce que le look du film est très bien. Je veux dire, on dirait que visuellement, on a la continuité là, des 3 premiers films. Ça a l'air similaire. C'est juste que quand on embarque des effets visuels, c'est pas que les 3 premiers films étaient bien réussis. Il y a des affaires là, qui marchaient vraiment pas. Les écrans bleus ne marchaient pas. J'en ai parlé. Serge y parlait aussi là, dans le Temple maudit, là, je sais pas comment on peut l'appeler. Le gars, en tout cas, qui était descendu là, dans la lave, là, qui avait l'air d'une petite marionnette là, qui fondait, tout ça. OK, je veux dire, ça se voyait. Oui, on voyait des maquettes, des affaires de même, mais on dirait qu'on n'a pas mieux, puis on a sensiblement pareil. Pourtant, on est quelque chose là, comme 19 ans après le dernier film. On est supposé avoir eu une amélioration dans ce côté-là, puis pourtant, on dirait qu'on a dégringolé. Donc, fait que c'est ça. Là, on a l'introduction là, d'Indiana Jones, encore joué par Harrison Ford, comme j'ai dit, là, 19 ans après la dernière fois qu'on l'a vu. Il y a 65 ans dans le film aujourd'hui. Juste pour vous mettre juste en contexte, Sean Connery avait 58 ans quand il a filmé là, la dernière croisade. Fait qu'il y a quand même un peu une différence. Là. Il est plus âgé là, que Sean Connery l'était à l'époque. Mais honnêtement, là, pour l'âge, je le trouve quand même en forme là, dans le film aujourd'hui. Je veux dire, son charisme est toujours là. Il est secondé là, par le personnage là, de Mac qui est joué là, par Ray Winstone. Honnêtement, ça me dit rien là, comme acteur. Dans le fond, lui, je sais pas qui est supposé remplacer. Il sera supposé remplacer Salah. C'est tout ça que je me suis demandé un peu à l'époque. Je pense qu'à l'époque, j'avais même pas allumé que John Rhys Davies, il jouait là, dans Le Seigneur des Anneaux, là, qu'il faisait Gimli. Fait que je pensais peut-être qu'il était décédé à cette époque-là, puis dans le fond, on l'avait remplacé. Je connaissais pas aux premières écoutes. Je connaissais pas tant que ça les premiers Indiana Jones par cœur, j'avais peut-être pas tout remarqué à 100%, mais c'est ça, fait que en embarquant un nouveau personnage de même, puis que finalement il est traite, il arrête pas de changer de bord, mais en tant que tel il va dire qu'il change de bord, mais il est pas mal tout le temps sur le côté des Russes, mais honnêtement, ou des Soviets, là, je suis bien désolé là, si maintenant il y a quelque chose là, qui est mal interprété. Là. En tout cas, j'utilise les termes qu'ils utilisent là, dans le film aujourd'hui. Mais le personnage de Mac, il me dérange pas tant que ça. Je pense qu'on aurait peut-être dû mettre un peu plus d'emphase dessus. Je pense qu'on aurait été gagnant à travailler un petit peu dessus. Comme je dis, je pense qu'il est plus sur l'autre côté. Parce que par le fait là, que même n'importe quand dans le film, il n'y a jamais vraiment de foi qui est sur le côté Indiana, mais il y a une scène plus loin où ce que Indiana il est en train là, de regarder là, le crâne de cristal, puis il est en train de perdre la tête, puis c'est lui qui dit là, non c'est beau, c'est assez, il faut arrêter ça. C'est comme lui qui empêche que Indiana perde la tête. Fait que tu sais, dans le fond là, il y a quand même un côté qui reste un ami Indiana, sauf que quelque part il est c'est peut-être un peu heureux ou c'est un lâche ou qui est juste comme guidé par l'argent quelque part, il a juste peur de se refaire tuer par la suite par les Russes, quelque chose de même. Mais en tout cas, fait que c'est comme un peu le duo qu'on a pendant un bout du film, que tu sais, dans le fond, on essaie peut-être de refaire ce qu'on a fait là, dans la dernière croisade, mais le problème c'est que la dernière croisade, on a rajouté sensiblement juste Sean Connery avec Harrison Ford, tandis que tous les personnages qu'on avait à part de ça, c'était des personnages qui étaient déjà établis là, dans la franchise qu'on avait vu plus ou moins longtemps, mais c'est des personnages qui existaient déjà. Aujourd'hui, on va pas mal charger le film, mais de personnages qu'on connaît pas. Mais, tu sais, prenez-le pas mal en tant que tel. Là. Ça, c'est pas nécessairement grave, parce que en tant que tel, le duo, si ça aurait été Mac et Indiana, je pense que j'aurais embarqué dans le film pas mal plus que les duos qu'on va avoir un peu plus tard dans le film. Je pense que c'est un duo qui aurait pu marcher pour tout le film. En tout cas, moi, personnellement, je veux dire, j'aime bien ce duo-là. Peut-être pas au niveau de Indiana et de Sean Connery, de son père. Peut-être pas à ce niveau
duo-là, je veux dire, ça, c'est le duo de toute la franchise, tant qu'à moi. Je veux dire, si maintenant on va essayer de faire quelque chose d'aussi solide là, dans le prochain film, là, ils ont vraiment quelque chose à essayer de faire. Hein, quelque part, il va falloir qu'ils nous trouvent vraiment d'autres acteurs plus parfaits que ça, mais je pense pas qu'on va pouvoir avoir un duo là, aussi parfait. J'enlève rien aussi à Demi-Lune dans le deuxième film aussi, là, c'était un autre duo qui était très 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 fort, mais c'est ça, tu sais, je pense que si maintenant on aurait eu quelque chose d'un petit peu plus stable avec Mac, ben je pense qu'on aurait pu faire quelque chose avec ce personnage-là. Mais c'est ça, tu sais, le fait qu'il change de bord tout de suite en partant, je pense que c'est là où on casse quelque chose avec lui, puis que, tu sais, dans le fond, on n'a plus vraiment d'intérêt à voir embarquer avec ce personnage-là. Sinon, ben, on est introduit au personnage de Dovchenko qui est juste un russe standard en tant que tel. Puis le personnage là, de Irina Spalko, joué par Kate Blanchett, que ben, je parlais de Seigneur des Anneaux tantôt, ben, bien sûr, elle joue là, dans le Seigneur des Anneaux. Puis c'est ça, tu sais, elle, en tant que telle, comme peut-être adversaire principal du film, je veux dire, elle me dérange pas trop. Peut-être qu'elle va ressortir plus que Donovan la dernière fois. Puis, tu sais, même les deux premiers, mais tu sais, je pense que, tu sais, est mieux que Donovan dans le dernier film, mais tu sais, elle va pas éclipser là, le monsieur du deuxième film, Molaram, et tu sais, surtout pas le nazi là, du premier film. Là, fait que peut-être, par contre, là, l'archéologue là, du premier film, là, son nom m'échappe, mais tu sais, en tant que tel, là, peut-être à mi-chemin là, de si on regarde tous les antagonistes là, de la franchise. Elle fait pas trop de mal, mais à quelque part, ben, c'est ça, est serviable. Ça donne une tête pour les méchants, puis à quelque part, là, juste quelqu'un à leur tête. Mais c'est ça, je veux dire, elle me laisse quasiment indifférent. Puis je trouve que la franchise en tant que telle là, est pas très forte là, sur le côté vilain. Il y avait Molaram là, dans le deuxième film que, je veux dire, il y avait comme une présence, mais c'était juste une présence diabolique. C'est pas que comme je disais, le personnage, c'était juste, il voulait du mal, tout simplement. Là. C'était juste ça. Il n'y avait pas vraiment de côté trois-dimensionnel au personnage. Par contre, la présence était là. Puis c'est ça, juste le nazi dans le premier film, ben, je veux dire, en tant que tel, juste pour qu'est-ce qu'il était, puis comment qu'il jouait dans le film, là, je veux dire, il me donne un peu des frissons déjà, rien qu'à y penser, là, fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on avait, mais tu sais, c'était comme pas nécessairement là, des grosses parties dans le film, puis c'est ça, tu sais, en tant que tel, c'est pour ça qu'elle aussi est serviable, puis c'est ça, tu sais, on a Dovchenko aussi là, à ses côtés, qu'il est serviable, mais c'est juste comme dans le fond là, pour avoir là, des dirigeants là, des Russes puis tout simplement mais c'est ça, fait qu'on a l'introduction là, de pas mal tous nos personnages, fait qu'ils se ramassent au hangar 51 où ce que dans le fond on avait terminé là, le premier film, pour ça je dis en même temps ben, c'est comme on essaie de fermer là, le premier film, on fait des références au premier film, on revient, on boucle la boucle, on va voir même un peu l'arche un peu plus tard là, lorsqu'ils vont avoir la poursuite là, dans le hangar. Puis, ça a l'air aussi là, qu'il y avait le bâton là, qui a été utilisé là, dans les 10 commandements là, avec Charlton Heston. Ça a l'air que ça l'apparaît. L'arche qu'on va voir, c'est vraiment l'arche qu'on a utilisée dans le premier film. Ça a l'air que ça n'avait pas été déconstruit, ça n'avait pas été... on n'avait pas refondu l'or pour faire d'autres choses. Là, je pense pas que c'était de l'or, là, mais je suis comme surpris qu'on n'avait pas détruit ça, là, tout simplement. Là, on l'a probablement gardé là, pour le mettre dans une attraction quelque part, parce que normalement ces affaires-là sont détruites et sont reformées pour d'autres choses, mais en tout cas l'arche a été gardée quelque part. Fait que Indiana, il a été apporté à cet endroit-là parce que il y a 10 ans, il a fait partie d'une expédition puis qu'ils ont trouvé dans le fond le sarcophage d'un extraterrestre, qu'on va dire. Là. On va l'appeler extraterrestre, même si c'est un être interdimensionnel. Puis que dans le fond, ben c'est ça, Spalko, elle, est à la recherche de ce sarcophage-là. Fait que, dans le fond, c'est pour ça qu'elle l'a amené à cet endroit-là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a besoin, Indiana? Ben, il va avoir besoin là, de... Ben, il a besoin d'un compas, mais il a besoin de quelque chose là, qui est... parce que c'est très magnétique. Fait que, il va demander là, des balles de fusil
fusil, puis il va tirer ça dans les airs, puis c'est un peu là où que déjà là on voit que le CGI on avait besoin. Supposément qu'ils voulaient pas utiliser tant que ça le CGI dans le film, mais finalement juste pour faciliter la job, ils ont utilisé beaucoup de CGI. Puis là c'est déjà là en partant, on le voit clairement là, qu'on va avoir utilisé ça. Mais je veux dire en tant que tel, là, ça me dérange pas. Je veux dire c'est la manière d'utiliser ça. Fait que finalement ça va les amener à la boîte où il y a le sarcophage. Puis là on va déjà nous montrer qu'il y a probablement quelque chose là, d'extraterrestre là, qui est là-dedans. Puis dans le fond, Indiana lui il pense pas vraiment que c'est quelque chose là, d'extraterrestre, mais c'est ça qui est peut-être qu'on est habitué avec des films que justement on sait tout de suite que ça peut être des extraterrestres. On avait eu la série X-Files là, qui avait terminé là, quand même quelque chose comme 5 ans avant ça, que dans le fond on commençait pas mal à être habitué là, avec toutes des conspirations. Fait que Indiana Jones était peut-être un peu en retard là-dessus. Pas qu'il n'y en avait pas avant, mais en tout cas, fait que c'est juste à l'époque quand même, là, les personnes qui écoutaient le film à cette époque-là, ils l'avaient vu de toutes les couleurs là, pour les conspirations extraterrestres. Faut pas oublier que aussi le film, là, dans le fond, dans l'idée pour Lucas, c'était d'arriver avec des films de type B des années 50. On parle des films comme It Came from Outer Space, des films comme Them, ou bien sûr le film que j'ai couvert là, vers la fin de l'année passée, The Thing from Another World. Dans le fond, le film aujourd'hui, c'est un peu ce genre d'hommage-là à ces films-là. Pourquoi que les maquettes dans ces films-là sont mieux que les films d'aujourd'hui? Ils ne leur rendent pas hommage. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé tantôt. Mais c'est ça, tu sais, on rend hommage aux années 50, puis dans le fond aussi avec les Russes, les nazis sont plus là, puis c'est ça, dans le fond la guerre froide est enclenchée, fait que tout ça ensemble avec les extraterrestres, ça fait du sens en tout cas dans la manière que je regarde ça, d'amener là, des extraterrestres. Fait que Indiana va réussir à se sauver. Là, dans le fond, il va avoir une poursuite là, dans l'hangar, va embarquer là, dans un camion. Puis, dans le fond, il va essayer de se balancer avec son fouet. Puis, à l'époque, je lisais ça. Là, dans le fond, là, il a vraiment utilisé son fouet pour faire. Quand il s'en sert vraiment. Là, on voulait faire le fouet en CGI, mais Harrison Ford voulait quand même le faire. Puis, c'est ça, on voit tout de suite en partant, la première séquence d'action qu'il fait, on voit que c'est pas l'Indiana Jones d'autrefois. Il a vieilli, puis même dans le choix de l'acteur aussi, il a choisi de quand même pas teindre ses cheveux, qu'il a gardé quand même là, ses cheveux gris, puis moi je suis pour ça quelque part que des fois là, je veux dire, des fois on a quelqu'un qui est tout bien ridé, mais tout d'un coup il a les cheveux noirs. Là je suis vraiment en train de pointer Sylvester Stallone dans Rocky, je veux dire en tant que tel là, ça contraste très fortement. Je pense que j'en ai même fait la mention. Si je me rappelle bien que j'ai parlé là, de Rocky 6 l'année passée. Là. Mais c'est ça, quelque part, j'appuie vraiment là, Harrison Ford là-dessus pour son look dans le film aujourd'hui. C'est lui, il essaie pas de paraître plus jeune. Il assume son âge, puis en même temps, ça devient pas ridicule. Dans le fond, il essaie de faire des choses, il y a des fois qu'il est pas capable, il a vieilli, puis ça met un côté un petit peu plus peut-être rigolo, des choses qu'on s'attend, que finalement ça marche pas tout à fait, puis c'est correct ça, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que la première fois que j'ai vu le film, de mémoire, ça m'avait frappé, mais je veux dire, par logique, c'est beau, ça a bien du sens. C'est le fun que le personnage, il vieillit lui aussi, là. Parce que ça arrive des fois qu'on voit un personnage qui vieillit, mais pourtant, il est toujours autant en forme. Que ça soit James Bond, que des fois, on voit vieillir d'un film à l'autre, puis il est plus performant à un certain âge qu'une jeune recrue. Des fois, là, ça a juste pas de sens. Quelque part, c'est sûr que c'est des films, mais
des fois, là, c'est juste comme impossible. Puis, comme, en utilisant le mot impossible, on va passer même à Top Gun, à Tom Cruise, ou Monsieur Mission Impossible, que dans le fond, à son âge, capable de faire plus de choses que quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. C'est comme à peu près, là, ça marche pas tout à fait. C'est des choses qui me débarquent un petit peu. Mais bon. J'apprécie beaucoup là, le côté là, que Harrison Ford a pris le rôle en se disant que il a vieilli. Là. C'est quelque chose qui ne me dérangera pas là, pendant le visionnement là, du film. Là. En tout cas, pour le visionnage là, du podcast. Fait qu'il va sortir de là. Finalement, il va avoir un combat là, contre Dovchenko. Puis justement, Dovchenko, il est pas mal dans la fleur de l'âge, que peut-être la moitié de l'âge à Harrison Ford. Ils vont se ramasser accidentellement sur une genre de piste de lancement pour un genre de test là, de missile. Ils vont être les deux assis là-dessus. Harrison Ford ou Indiana va réussir à rester conscient de ce test-là, tandis que Dovchenko, lui, dans le fond, va avoir perdu connaissance, dans le fond. Ça vient de détruire un peu qu'est-ce que je viens de dire il y a quelques minutes là, pour le fait de l'âge, mais je pense que c'est pas mal la seule fois où ce que Harrison Ford va survivre à ça, mais en tant que tel aussi, il y a quand même des aptitudes peut-être. Là. En tout cas, je vais laisser ça passer. Je veux dire, quand il va se lever de là, il perd quand même son ballon, puis c'est pas long pour que Dovchenko il s'en relève là. Fait que c'est pas quelque chose que Dovchenko est parti dans un coma là, pour plusieurs mois là. Fait que je vais laisser ça passer. Indiana va se sauver de là, il va se ramasser là, dans un village, puis que dans le fond ça va être un endroit qui va être pour un test là, de bombes nucléaires. Quelque chose que je vais remarquer tout de suite en partant, c'est que je vais remarquer qu'il y a un char qui ressemble beaucoup à Christine, là, une Plymouth Fury 1959, ça c'est pour Christine, mais on est en 1957, ça veut dire qu'il faisait probablement des Plymouth Fury 1958. Je pense que c'est pour la Plymouth Fury là, en tout cas je suis pas trop sûr, je pense qu'il faisait pas ce modèle là en 1958, mais c'est quelque chose d'autre là, c'est genre un belvédère, quelque chose de même. En tout cas, j'ai déjà fait mes recherches là-dessus. Là. C'est tout bien vague. Là. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, je me disais, ça aurait été le fun. Ça aurait été plus, ça aurait pas été Steven Spielberg qui aurait fait le film. Je suis pas mal sûr qu'on aurait peut-être pu avoir un clin d'œil à Christine. Ça aurait été quelqu'un qui aurait grandi dans les années 80. On aurait pu avoir le feu, puis avoir une Christine en feu sortir. Là, ça aurait été bien cool. Mais on a Steven Spielberg qui probablement n'a pas vu Christine, puis qui veut probablement rien savoir là, d'un film comme Christine. En tout cas, j'imagine, peut-être pas. Mais sinon que Indiana Jones va se mettre dans un réfrigérateur pour réussir à se sauver, là, dans le fond, là, c'est la manière qu'il va réussir à survivre de la bombe nucléaire. J'ai entendu beaucoup de gens, dans le fond, c'est le bout où dans le fond, ils se sont fermés beaucoup au film. Je veux dire, ça a été la première fois où les gens se sont fermés sur ce film-là. Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. C'est juste que, c'est sûr que là, il va revoler. Techniquement, s'il revole dans le frigidaire, je veux dire, il a comme tombé, il est probablement mort. Mais, j'ai quand même fait, par exprès, là, dans les dernières semaines, qui ont parlé là, de Indiana Jones, le temple maudit, comme quand il saute de l'avion, il saute vraiment là, très haut, puis il tombe dans un canot. C'est complètement ridicule. C'est sûr qu'il serait mort écrasé là, juste par la pression en tombant sur le canot. Puis, OK, là, c'est une bombe nucléaire. Ça, je le comprends. OK, je comprends qu'il y a une différence entre un canot qu'on saute de quand même peut-être 300 mètres, ça je peux comprendre, versus une bombe nucléaire. Je sais qu'il y a une différence. Mais j'apporte le fait que je suis pas mal sûr, je veux dire quelque chose comme à 99,9% certain que si on avait apporté cette idée-là dans le Temple maudit, dans l'Arche perdue,
ou même dans La Dernière Croisade, puis surtout dans La Dernière Croisade, on aurait apporté cette idée-là, ben je suis certain qu'on l'aurait faite. Puis on serait pas nécessairement contre cette idée-là. Ben tu sais, peut-être qu'on se dirait, oh, mais ça n'a pas de maudit bon sens, mais le monde ne serait pas fermé au film à cause de cette passe-là, comme qu'ils sont en 2008. Je pense que le problème, à partir de là, pourquoi qu'il y en a qui sont refroidis, en tout cas, je sais pas, j'ai le bon choix de mots là, avec mon frigidaire, mais pourquoi? Le problème, c'est que je pense que les gens ont pris la nostalgie, n'ont pas toujours pris en compte les choses qui ne sont pas faisables, que je veux dire, c'est tout le côté ridicule qui se sont déroulés là, dans les 3 premiers films, qui sont infaisables, que Indiana Jones a survécu, puis que à quelque part, ben, on a pris ça pour acquis sans vraiment analyser. Puis que, tu sais, je veux dire, il y a de l'absurde. On a parlé de, moi et Serge, on a parlé de beaucoup de choses absurdes dans les 3 premiers Indiana Jones. Puis, tu sais, c'est ça, même dans le Temple maudit. Il y a des choses vraiment absurdes. Puis, on fait juste continuer ça, honnêtement. Je veux dire, c'est pas ça du tout qui me ferme au film. Moi, je l'encaisse à quelque part. Le frigidaire, c'est juste, c'est ridicule. Tu sais, je veux dire, quelqu'un normal ne survivrait pas à ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est juste l'impact. Je veux dire, il serait mort. Là. Même s'il réussirait à pas cuire dans le frigidaire, il serait mort par l'impact. C'est tout ce que je peux dire à quelque part. Mais il serait mort depuis le premier film, de toute façon, par ce genre de niaiserie-là. Je n'avais aucune raison de penser que Mac était un espion. Il était au MI6 quand je travaillais à l'OSS. On a fait une 30aine de missions tous les deux en Europe et dans le Pacifique. Épargnez-nous vos états de service, colonel Jones. On a tous fait notre devoir. Ah oui, sans rire. Vous aviez choisi quel camp? Je crains que vous ne vous rendiez pas compte de la gravité de la situation. Vous avez aidé un groupe d'agents du KGB à s'introduire par effraction dans une installation militaire top secrète située en plein cœur des États-Unis d'Amérique, mon cher pays. Que contenait la boîte en fer qu'ils ont volée? À vous de nous le dire. Vous l'aviez déjà vu, non? Fait que Indiana est ramassé par le FBI, que je pense que c'est eux autres qui faisaient le test de bombe. Là, je veux dire, pourquoi que c'est ramassé là, c'est un peu étrange, là, mais en tout cas, c'est juste à côté du peut-être la base. Là, en tout cas, on a le hangar à côté, mais juste sur le bord de la falaise, ben, une montagne entre les deux, quelque chose de même, puis que je sais pas. C'est comme c'est n'importe quoi pareil, mais c'est ça. Fait qu'il se ramasse au FBI, puis c'est là qu'on sait un peu qu'est-ce qui s'est passé là, depuis le dernier film, que tu sais, dans le fond, là, dans tout peut-être ces 5 minutes-là, il est interrogé, il a fait la guerre, puis on l'avait su un peu là, au travers de ça, avec Mac, dans le fond, qu'il était à la guerre avec lui. C'est sûr qu'il y a 10 ans avant ça, ben, il a fait partie d'une expédition. Je sais pas si ça marche quelque part. On est en 57, il était aussi en. Ça veut dire qu'en 47, il a fait partie d'une expédition qui a trouvé ça. Ben, la guerre est en 45, fait que, du coup, je dis, dans le fond, là, c'est juste un peu là, des aperçus, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On va savoir aussi pour les personnages qu'Indiana va rentrer à la maison plus tard. Il va avoir comme perdu son ben, dans le fond, il va avoir perdu sa job de professeur. Ben, en tout cas, il va juste être comme dirigé vers la porte, dans le fond, dirigé vers la retraite, parce que dans le fond, le directeur de l'école, là, qui n'est plus Marcus, ben que dans le fond, là, il va s'avoir rendu compte là, qu'Indiana se fait poursuivre par le FBI, puis dans le fond, là, ils veulent pas ce genre de choses là, de vision peut-être là, d'être vu de même avec des gens qui sont recherchés par le FBI et qui sont professeurs à son université. C'est sûr que comme j'ai dit plus tôt, il est rendu à 65 ans. Ben ça, c'est l'acteur. Le personnage, je pense qu'il est techniquement à 59, mais il faut prendre ça là, avec un brin de sel. Je suis pas trop certain là, si c'est bien ça. Mais c'est ça, fait que il va rentrer à la maison, puis là, c'est là qu'on va savoir que Marcus est décédé.
entre les deux films, dans le fond, l'acteur Denham Elliott, il est décédé quelque chose comme 2 ans après la dernière croisade. Je pense que c'était en 92, ça veut dire 3 ans plus tard. Sean Connery n'était pas décédé à l'époque. Dans le fond, il est décédé, je pense que c'est en 2020. Fait que, dans le fond, il allait vivre encore une bonne couple d'années après le film d'aujourd'hui, mais il avait déjà pris sa retraite du cinéma Hollywood, même s'il a fait quelques apparitions après sa retraite. Dans le fond, il avait pas mal tout terminé, puis je pense pas que c'est le genre de film qu'il aurait voulu. D'après ce que je peux comprendre, me semble. Il en pouvait plus de Hollywood, puis dans le fond, être sur une grosse production, je pense pas que ça aurait marché pour lui. Fait que on avait décidé de carrément de tuer le personnage. Je sais pas si c'était une bonne idée, par contre. Rendu là, je pense qu'on voulait un petit peu peut-être aller nous chercher quelque chose émotionnellement pour le personnage. Sinon, ben, si mettons il serait pas décédé, ben obligatoirement, je pense qu'on n'aurait pas eu le choix de le mettre par logique au mariage à la toute fin du film. Fait que je pense que côté histoire, ça marche qu'on l'ait tué. Je veux dire, si dans le fond il pouvait pas apparaître, aussi bien terminer ça de même. Puis ça l'aide un peu pour les références, surtout vers la fin où ce que Indiana va dire, ben à quelque part, je pense que ton grand-père il rit un peu de toute la situation, tout ça. Je pense que ces choses-là fonctionnent. Puis c'est ça, fait que aussi pour Marcus, à quelque part, je pense aussi juste pour dire que tout va de l'avant, puis les gens meurent, tout ça. Fait que puis comme pour qu'on pense un peu à toute la franchise, si maintenant on est pour terminer ça, ben dans le fond, là, on a un peu un rappel un peu partout. Dans le fond, aucun portrait de 2001. Par contre, quelque chose que c'est comme on l'a carrément oublié. Ce que je trouve très étrange, par contre. C'est ça, il faut que je le dise, là, quelque part. Je suis capable d'aller avec Marcus, je suis capable d'aller avec Sean Connery. OK, c'est beau, Sean Connery, je veux dire, j'en ai parlé au dernier podcast, quand on parlait d'Indiana Jones 3, bien sûr, que, je veux dire, pour moi, c'est le duo de la franchise, je l'ai dit même tantôt, mais c'est ça, 2001 aussi, il y a eu l'impact, puis je pense qu'aussi, la plupart des gens aussi, je veux dire, se rappellent beaucoup de 2001. Pour ça aussi que, j'en ai parlé, je pense, avec Serge, quand j'en ai parlé, là, il y a 2 semaines, que je crois qu'au prochain film, on va ramener 2001. Je pense qu'à cause qu'on ne l'a pas aujourd'hui, je pense qu'on n'a comme pas le choix de l'avoir dans le prochain film. Je suis certain à vraiment genre à 85% que 2001 n'a pas le choix d'apparaître dans le prochain film. Mais à cet endroit-là du film, je trouve que c'est une occasion manquée de avoir fait au pire avoir 2001 joué par un autre acteur, quelque chose de même. C'est sûr que là, on va avoir l'introduction de Mott qui va se révéler être le fils d'Indiana Jones, mais on pourra peut-être pas avoir les deux personnages. Ça, je peux comprendre pourquoi qu'on peut pas l'avoir, mais à quelque part qu'il y ait juste un portrait de 2001 à quelque part, pour une raison, vous voyez, qui peut lancer juste un commentaire, quelque chose de même. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir à cette place-là. Fait que c'est ça, dans le fond, Indiana Jones va partir de là en train, mais c'est là qu'on va avoir l'introduction de Mott qui va l'empêcher de partir, que Mott, dans le fond, il est comme le fils de Dr. Huxley, qui est un ancien collègue à Indiana, puis que finalement, c'est ça, comme j'ai dit, là, ça va se révéler être le fils de Indiana. J'ai fait un peu ma recherche pour le fun. Mott, est-ce que c'est le chien de quelqu'un? Parce que Indiana, c'était le nom d'un chien. Willy, dans le deuxième film, c'était le nom du chien de Steven Spielberg. Puis, justement, 2001, ou Short Round, c'était le chien de l'écrivain, je pense, du film. Puis, je me suis dit, est-ce qu'on a continué quelque chose dans le film aujourd'hui? Mott, c'est une manière d'appeler un chien tout carrément. Puis, ironiquement, un peu, pour embarquer là-dedans, là, moi, mon premier chien à moi, là, à vie, là, quand à ma naissance, on avait un chien qui s'appelait Mott.
Fait que, tu sais, c'est juste ça. Fait que on ramène l'aspect chien, puis je trouve que si mettons, on est juste un petit peu plus calé là, dans la franchise, puis qu'on a compris là, que c'est le nom d'un chien, là, dans le fond, Indiana, puis tous les chiens, ben, on peut tout de suite savoir là, qu'il y a une suite là-dessus. Pas nécessairement que c'est le fils d'Indiana, mais je veux dire, quelque part, on a cherché un nom de chien. Puis c'est ça, dans le fond, c'est lui qui va l'embarquer là, sur la piste de Huxley, puis il va parler que dans le fond, il est à la recherche d'un crâne de cristal, puis ça, c'est comme un peu basé sur la réalité. Ça a l'air que, ben, en tout cas, je sais pas comment ils en ont trouvé aujourd'hui, mais ça a l'air qu'il y a des crânes faits là, en quartz là, qui sont un peu partout là, dans l'Amérique, là, que c'est une ancienne civilisation là, dans les Aztèques ou je sais pas trop, là, qu'il y aurait peut-être fait ça, là, mais il y a genre 5000 ans. Là, fait que ils savent pas exactement d'où ce que ça vient, ces crânes-là. Peut-être que je n'ai pas poussé à 100% là, à essayer de comprendre c'était quoi, mais c'est basé, c'est comme la base de l'histoire. Comme que l'arche, c'est quelque chose là, qui pourrait exister. Puis c'est ça, comme la Coupe du Graal aussi. C'est comme un peu basé un peu dans la réalité. Là. C'est ce que Lucas il voulait là, en créant là, l'histoire d'Indiana Jones. Il y a toujours comme un petit peu une base, là, mais c'est comme tout film où on a quelque chose de réel, mais qu'après ça, ben, on l'a Hollywoodise. Puis après ça, ben, on fait quelque chose là, qui a pas de bon sens alentour. Mais c'est ça, dans le fond, c'est quand même il y a une base de réalité là-dessus. C'est sûr que je regardais sur Internet puis voir les crânes de cristal qu'il y a, ben, ils n'ont pas les mêmes têtes. On s'entend, c'est plus des crânes humains, puis plus vraiment ronds, puis pas ovales, là, comme qu'on va avoir là, comme nos êtres interdimensionnels. Fait que pendant qu'ils sont en train de jaser au restaurant, ben le KGB qui est ben, le KGB quoi sont assis à une autre table, puis qu'eux autres, ben dans le fond, ils attendent juste là, d'avoir une piste pour pouvoir trouver là, le qu'est-ce qu'on avait pu envoyer là, à Mott. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Mott avant, mais en tant que tel, là, je pense qu'ils attendaient là, de juste voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, ben, ils savent un peu qu'est-ce qu'ils peuvent regarder. Puis, Mott qui est joué là, par Shia LaBeouf. La semaine passée, ben, c'est ça, j'ai parlé là, du dernier film de Transformers. Ce que j'ai dit là, pendant ce podcast-là, c'est que j'ai fait mes devoirs pour le podcast et que j'avais réécouté tous les films de Transformers depuis le premier film pour écouter. Fait que ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que ça m'a redonné un peu l'idée de c'était qui Shia LaBeouf que je pensais que j'aimais moins, puis je me suis rendu compte, puis même que j'ai réécouté mes podcasts Transformers, que je me rendais compte que je le détestais pas tant que ça. Je veux dire que j'embarquais bien avec. Puis même dans le film aujourd'hui, j'embarque bien avec le personnage. Je pense que je l'aimais mieux dans Transformers, honnêtement. Je trouve qu'il fait un peu la même affaire qu'il faisait dans Transformers. Il y a toujours un peu la mâchoire qui va, puis il dit un peu n'importe quoi. Mais tu sais, honnêtement, il me dérange pas. Autant que je pense qu'il me dérangeait plus en 2008, que peut-être qu'on essayait là, de nous l'enfoncer dans la gorge. Honnêtement, rendu à ce jour, j'ai vraiment pas de problème. Puis il est pas si présent que ça. Il y a des petits moments aussi qu'il devient humain. Plus tard, là, ils vont aller sur la piste d'Huxley, ils vont se ramasser là, dans une cellule où ce qui était, puis dans le fond, il va se mettre à pleurer, puis tout ça. On voit qu'il est quand même humain. Je dis pas que, je veux dire, j'ai envie de pleurer avec lui, c'est vraiment pas ça, mais je sens quand même qu'il y a quand même un côté là, qu'il est pas juste ridicule comme qu'il est là, dans le personnage là, de Sam Witwicky là, dans la trilogie là, de Transformers. Je l'aime mieux dans Transformers, mais j'aime quand même ce qu'on fait un peu avec le personnage là, dans le film aujourd'hui. Donc, les deux agents du KGB là, vont venir les rencontrer, puis finalement, ben, ils vont partir une bagarre,
dehors, puis là, ils vont se sauver de là, ils vont embarquer en moto. Encore une fois, là, des choses horribles. C'est clairement un mannequin qui est assis en arrière du cascadeur qui se prend pour Shia LaBeouf. C'est horrible. À quelque part, je comprends pas comment que, tu sais, on est supposément une super production. Tu sais, on a Steven Spielberg et George Lucas. Je veux dire, tu sais, on a deux des plus gros noms qu'il y a à Hollywood. Puis, on voit clairement que c'est un mannequin qui est assis en arrière de la moto. Tu sais, c'est comme au moins, il n'aura pas pu créer un mannequin qui est un petit peu flexible qui se laisse aller un peu. Non, tu sais, je veux dire, c'est comme c'est le plus raide des mannequins qui est assis en arrière de la moto. Mais en même temps, il voulait quand même, je veux pas dire sauver de l'argent. Tu sais, il y a des choses aussi que, tu sais, on dirait que il voulait faire le film, mais, tu sais, comme Steven Spielberg, il voulait pas vraiment partir d'Amérique, il voulait rester près de sa famille. Ils ont filmé un petit peu en dehors là, de l'Amérique, mais en général, ils sont restés en Amérique. Ils vont se ramasser là, dans une bibliothèque, puis c'est un endroit où ce que je pense que c'est un des garçons à Steven Spielberg qui étudiait à cette époque-là. Fait que, tu sais, dans le fond, il voulait pas s'éloigner, il voulait rester proche. Ça, je suis pas certain, quelque part, dans le commentaire du deuxième Transformers, il y a une scène qui se passe là, dans une bibliothèque. Puis ils nous disent là, dans ce film-là que c'est la même bibliothèque là, qu'ils ont filmé là, dans Indiana Jones. Ben, les deux, c'est le même endroit. En tout cas, ça, c'est une spéculation. Ou sinon, ils voulaient alimenter des rumeurs, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, on a toute notre introduction. Puis pour nous montrer aussi que Mott, ben, il peut faire quelque chose aussi. Puis il peut peut-être prendre la relève. Si, mettons, on a un Indiana Jones à faire un spin-off. Si Harrison Ford n'est pas disponible pour faire un Indiana Jones 5, ben. Peut-être que si les gens aiment Mott, ben on va pouvoir faire le 5e film avec ce personnage-là. Je trouve que pour un vieux, vous vous défendez bien. C'est gentil. Vous avez quoi, 80 ans? Un jeu de piste. Ça, c'est toi, Huxley, d'écrire un jeu de piste dans une langue morte. Suivez les longues traces sur le sol que seuls les dieux voient, menant tout droit au berceau d'Orellana. Alors, on va se ramasser au Pérou, comme la semaine passée, en tout cas. La semaine passée, quand on parlait de Transformers, on était au Pérou. Ça sera la semaine passée, on était vraiment au Pérou. Cette semaine, on est en Californie. On n'a pas filmé au Pérou. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Fait que ça va juste être. C'est pour ça que ça ne se ressemble pas tout à fait. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, en allant là, c'est parce que dans la lettre que Mott avait, ben c'est ça, ça l'envoyait dans où ce qu'il avait été gardé dans une cellule, puis dans le fond c'est là qu'ils vont trouver là, sa cellule, puis il va avoir tout comme graffiné des graffitis ses murs, plein de notes, puis dans le fond à partir de là, ben ils vont rechercher un explorateur là, de Orellana qui s'appelle, c'est un chercheur, puis que dans le fond ça va les amener où ce que lui est enterré dans un cimetière, puis c'est comme j'ai dit tantôt, c'est la plus horrible des maquettes que j'ai vues. Que je veux dire, moi probablement j'aurais fait quelque chose de plus réel, quelque chose qui visuellement là, il n'y a pas une fois que j'écoute ce film là, que dans le fond que je me rappelle pas avant là, c'est sûr que quand je l'ai réécouté la deuxième fois je m'en attendais, fait que j'ai quand même embarqué un petit peu plus dans l'illusion, mais à chaque fois que j'écoute ce film là, l'illusion, je pense que c'est une maquette qui est sur une table, puis qu'après ça, ben, ils vont nous montrer que, qu'est-ce qu'ils vont faire, un plan d'attaque ou je sais pas trop quoi. Mais je peux jamais croire que je vois un endroit qui est supposé être réel. Je veux dire, cette maquette-là, c'est un des pires effets visuels que j'ai vu dans un film dans toute ma vie. Je veux dire, je pense commencer ça. Genre une liste de pires effets visuels, puis je pense que celui-là est au top. C'est vraiment dégueulasse. C'est plate d'être de même, mais des fois je vais aller plus avec un CGI. Ben non, je suis en train de tout repasser une coupe d'affaires là, mettons là, deuxième film de Mortal Kombat là, avec des ciels qui sont coupés, des affaires de même là, ok, ça c'est beau, ça a peut-être la palme, le trophée là, mais
pour le calibre du film, c'est ça que je vais arriver à dire. C'est le calibre du talent qu'il y a en arrière, puis avoir des affaires de même, c'est complètement inacceptable. Tu sais, on n'est plus en 1984 avec le Temple maudit, on n'est plus en 1981 avec l'Arche perdue. On est 25 ans plus tard, on est supposé d'avoir largement une meilleure... En tout cas, c'est frustrant de voir des affaires de même. C'est comme si ça lui tentait pas. Steven Spielberg voulait pas partir en dehors de l'Amérique pour des besoins familiales, tout ça. Puis, dans le fond, je comprends l'âge, ce qui est rendu. Ça fait longtemps qu'il fait des films. Il veut quand même rester un petit peu plus au confort. Je peux comprendre ces choses-là. Mais si ça te tente pas de faire un film, trouve-toi quelqu'un que tu as confiance, qui va bien continuer le projet. Faisant des parties, mais laisse aller. Je veux dire, insulte pas les gens qui écoutent ton film. Je suis vraiment comme... Je trouve ça insultant qu'on arrive à un produit de même. En tout cas, fait que, j'ai l'air à montrer que c'est pire, là. C'est pas si pire que ça, mais quand je vois juste ça, je suis insulté. Je suis complètement insulté. Fait que je vais essayer d'arracher la maquette, là. Je veux dire, en tout cas, vous avez eu, je pense, le point là-dessus. Fait que c'est ça. Pendant qu'ils sont en train d'explorer ça, il y a comme un genre de culte qui va les attaquer. Ça me fait penser à King Kong. On avait eu la nouvelle version là, de Peter Jackson qui avait encore le feu à cette époque-là. T'sais, comme réalisateur, lui, ça y tentait, il voulait s'investir dans son film. En tout cas, je blague, là. Mais ça me fait penser là, quand même là, au monde là, qui était sur l'île puis qui attaquait notre équipage là, du bateau là, dans le film de 2005 là, de King Kong. En tout cas, qui est un remake, tout ça. Là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu la même affaire. Ils se font attaquer, mais c'est sûr que c'est pas le même déroulement. Là, mais ce peuple-là va revenir un peu plus tard dans le film, mais c'est comme ça l'apporte à rien. C'est juste qu'ils sont là, c'est comme ils sont dévoués, là, c'est comme leur religion, dans le fond, là, les êtres interdimensionnels. Mais il aurait fallu avoir une connexion. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque, une scène qui manque là-dedans, qu'ils ont pu communiquer avec. C'est juste qu'ils sont là, puis ils sont juste d'attaque, ils protègent, mais il manque quelque chose. Fait qu'ils vont rentrer dans une crypte, puis finalement, ils vont finalement trouver là, l'équipage là, d'Orellana, puis ils vont trouver un des crânes de cristal finalement. Là, c'est ça, dans le fond, ils vont dire, il est en quartz, mais là, ils se sont rendus compte que c'est magnétique, puis finalement, le quartz n'est pas magnétique, fait qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Puis là, quand ils vont sortir de là, on avait vu que Mac les traquait depuis qu'ils sont arrivés au Pérou, fait que dans le fond, ils les a suivis jusqu'au cimetière, puis finalement, ils vont les garder là, prisonniers. Fait que dans le fond, Indiana va être interrogé, interrogé encore là, parce qu'il avait été interrogé tantôt là, par la FBI, mais là c'est ça. Là, ils vont essayer là, dans le fond, ils veulent peut-être ils pensent que Indiana va peut-être pouvoir dire plus de choses que Huxley. Là, c'est ça qu'on va se rendre compte là, c'est où ce qu'on va voir le Dr. Huxley là, qui est joué là, par John Hurt, que dans le fond, je reconnais jamais. Là, je le reconnais là, dans la dernière scène quand il a rasé la barbe, qui a de l'air tout presque pareil là, comme qui était là, dans le film de Aliens là, en 1970. Je me rappelle bien. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il a juste comme vieilli un peu, mais genre pareil. Sauf que lui, Huxley, c'est ça, il a comme perdu un peu, je veux pas dire qu'il a perdu la tête, mais il est comme rendu dans un monde transitoire, quelque chose de même, là, il est pas tout à fait là, dans le même univers, parce que, tu sais, dans le fond, plus tard, il va revenir, là, il va avoir perdu comme son lien avec le crâne, il avait comme trop regardé le crâne, puis finalement, c'est ça, tu sais, il s'est comme perdu là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, je suis content que Mac arrive, puis tu sais, il y a quand même un bon côté là-dessus. Il dit non, il veut pas perdre Indiana.
il veut pas qu'il perde la tête. En tout cas, c'est comme ça, moi j'ai perçu ça. Mais tu sais, encore là, on voit pas nécessairement que c'est Mac. On entend une voix, puis il y a Mac qui est là dans les environs, mais est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le dit, puis je m'en suis pas rendu compte, que je pense que c'est Mac. Je vais essayer de rester avec l'idée que c'est Mac, là, mais du coup, si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre, là, n'hésitez pas à m'envoyer un texto, un courriel, l'écrire sur la publication, n'importe quoi. Mais c'est ça, fait que finalement, on va vraiment se rendre compte là, que c'est vraiment des extraterrestres. On avait eu comme un peu un aperçu au début du film, là, on avait vu une main là, quand on était au hangar, puis là, on va se rendre compte là, vraiment là, qu'il y avait un extraterrestre dans le sarcophage. Puis on parle vraiment d'extraterrestre dans le film aujourd'hui. De mémoire, quand j'ai vu le film originalement, je n'étais pas trop certain au premier écoute. Je me suis dit, c'est-tu vraiment un extraterrestre qu'on va avoir? Je n'étais pas trop sûr. C'est sûr que cette scène-là elle vient vraiment tout confirmer là, qu'on va parler d'extraterrestres dans le film aujourd'hui. C'est sûr que, c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres interdimensionnels, mais c'est la même maudite affaire, là. Ils viennent pas de la Terre, là, ils viennent pas de la Gaspésie, là, on s'entend? Mais j'aime le spin qu'on fait là-dessus. Quelque part, là, que c'est comme ça qu'ils appellent. Je veux dire, faut pas oublier que, comme j'ai dit tantôt, Spielberg a fait L'Extraterrestre, qui est un de ses plus grands hits. Puis, c'est ça, aussi, il a fait la rencontre du troisième type. Fait que c'est sûr que lui, d'un autre côté, il veut quand même un peu pas paraître non plus en train de trop se recycler. Mais honnêtement, là, je pense que c'est la première écoute que je me rends compte vraiment là, du terme être interdimensionnel. Là. Fait que, on pense tout à pas mal extraterrestre quand on voit la soucoupe qui part à la fin. Là. Fait que c'est là qu'on a l'introduction là, de Marion qui revient, Karen Allen, qui était là dans le premier film. Encore pour peut-être boucler la boucle. Honnêtement, j'en ai comme rien à foutre, honnêtement. Comme je disais dans le premier podcast, j'aime Karen Allen parce qu'elle joue dans un de mes meilleurs films là, de John Carpenter, Starman. Je pense que c'est pour ça que, je veux dire, je veux pas dire que je tripe sur cette actrice-là, mais j'apprécie son travail dans Starman, qui est assez ordinaire, là, tout simplement, là, mais c'est ça. Quand je la vois, je pense plus à Starman que je pense au premier Indiana Jones. Puis honnêtement, je pense que ce qui est plus triste, c'est que je pense qu'elle est plus répugnante à l'écran qu'elle l'était là, dans... répugnant, c'est un peu un mot fort, mais honnêtement, on dirait qu'elle n'a pas développé des talents d'actrice depuis que je l'ai vu dans Starman. Je pense qu'elle a joué là, dans d'autres films. Là. Je pense qu'elle a joué là, dans La Tempête avec Mark Wahlberg. Je peux peut-être me tromper, là, mais il me semble que je l'ai vu dans ces temps-là. Mais tout ça pour dire que si je la compare à 1981, je pense que il y a des choses que je pouvais dire de son côté là, d'actrice dans 81. Aujourd'hui, je pense que je veux dire, c'est comme si elle a perdu toutes son savoir d'être actrice. Je veux dire, honnêtement, là, c'est vraiment elle est amateur aujourd'hui et pas regardable. C'est ça qui est vraiment là, tout d'un coup. Là, le film, là, il pogne comme un coup là, vraiment solide. Là, que nos personnages qui accompagnent Indiana, autant que on avait beaucoup là, dans le dernier film, on avait Sala qui s'était rajouté à notre duo là, de les deux Jones, puis on avait Marcus, puis pour un certain bout là, on avait aussi là, le docteur Schneider dans le dernier film, mais c'est ça, on avait beaucoup dans le dernier film, puis je pense que c'est ça qu'on voulait aller rechercher. Sauf que nos personnages sont pas aussi forts, puis ont pas autant de charisme. Puis c'est ça, honnêtement, je suis quand même correct quand on a Indiana Jones et Mott. J'ai pas de problème. J'avais pas trop de problème aussi avec Indiana Jones et Mac. Mais là, quand on commence à en rajouter, ouf, Marion, là, ça commence, il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis là, quand on commence à rajouter le fait, c'est beau, c'est son fils, on s'en doutait.
c'était, mais là, tu sais, on vient nous le confirmer. Ils vont se sauver de là, ils vont tomber là, dans du sombre mouvant, ils vont niaiser un peu ensemble, après ça, ils vont chicaner là, dans l'arrière là, d'un camion, tout ça, les dynamiques familiales, tout ça. Ça me fait sourire. Je peux pas dire que je déteste tout ce qui est là-dedans. Je regarde pas ça les bras croisés. C'est du cliché. Mais, tu sais, honnêtement, là, c'est là que je me rends compte que, tu sais, on n'a vraiment pas là, une équipe solide dans le film. Puis, tu sais, on peut bien enlever ou dire là, que dans les 3 films originaux, on a de la nostalgie. Peut-être qu'on regarde ça. Je suis pas prêt à dire ça. Je pense que vraiment, là, on avait vraiment des personnages qui... Tu sais, c'est pas qu'ils s'amusent pas sur le set parce que tout le monde a de l'air quand même à avoir du fun. Puis je pense que aussi c'est quelque chose des fois qui peut quand même sortir à l'écran. Mais j'ai l'impression que tu sais, il faut que tu prennes quand même un certain sérieux à ton personnage. Puis tu sais, comme les embarquer dedans, tu sais, pour qu'on puisse croire à ce qui se passe pareil, puis se sentir investi. Puis que quand Karen Allen est là, ben j'ai l'impression là, que tout d'un coup, là, on vient de tout comme enlever là, la crédibilité là, qu'il y a. Puis là, le film là, commence à vraiment... Là, je ne veux pas dire que je trouve le temps long, mais j'ai pas d'intérêt. Mais si maintenant je me retourne quand même à la dernière croisade, ça là, j'avais pas vraiment là, d'affinité avec là, dans le 3e film. Il a juste été broché à leur groupe. Puis même à une certaine limite, là, Marcus aussi, je n'avais pas de besoin, mais c'est parce que le duo principal était tellement fort dans le dernier film, à mon point de vue, que je veux dire, j'avais pas besoin de plus. Mais là, au moins, si maintenant on aurait eu plus de personnages que ça allait un peu mieux, ben, tu sais, peut-être que j'irais mieux avec ça. Mais là, honnêtement, là, je commence à plus. On donne plus de place aussi à Karen Allen. On tasse un peu Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, tu sais, il disparaît un peu de la carte. À cet endroit-là, c'est sûr que là, tu sais, quand ils sont dans l'arrière du camion, puis que là, il réussit à se déprendre, puis prendre le contrôle du camion, puis là, il commence à avoir toute la poursuite là, au travers là, de la forêt. Puis là, ben, tu sais, on essaie d'avoir une scène d'action là-dedans. Ben, on va mettre un peu d'emphase là, sur Shia LaBeouf, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, j'ai de la misère avec les personnages rendus pas mal à cette étape-là. Puis oui, c'est bien sûr aussi le Dr. Huxley là, qui s'embarque un peu là-dedans, mais qui n'est pas un personnage, tu sais, il fait juste suivre, puis c'est tout. Il va falloir qu'on récupère Huxley et le crâne et qu'on arrive à Akator bien avant eux, alors prends ma place. Fait qu'on est rendu à peu près à 1h15 du film, puis c'est ça, nos personnages se sont fait encore rattraper là, une fois qu'ils ont essayé de se sauver là, du camp où ce qui était. Puis là, ben c'est ça, tu sais, tout notre convoi là, qui veulent s'en aller, où ce que Indiana, il y avait, dans le fond, s'était rendu compte là, que le Dr. Huxley, qui est en train d'essayer de dessiner une carte là, dans le vide, puis dans le fond, ils ont réussi à dessiner, là, Indiana a sorti une feuille de papier, puis dans le fond, le Dr. Huxley, il a dessiné une carte, puis dans le fond, ça lui donnait une idée de où ce que l'endroit pour le crâne de cristal, où ce qui sa source allait. Fait que, tu sais, dans le fond, il se dirige vers là. Fait que là, c'est ça, notre trio réussit à se déprendre, puis ils prennent le contrôle de leur camion. Puis là, dans le fond, ils veulent aller chercher le crâne, puis en même temps, ben, c'est sûr qu'ils veulent délivrer là, le Dr. Huxley. Puis là, ben, on a toutes des poursuites au travers, là, le crâne là, qui change de camion, qui est dans le camion à Irena, Spalco, dans le fond, là, où aussi on a Bot qui va jouer à l'escrime là, avec Spalco. Dans le fond, il va avoir un pied là, dans deux trucks, un bout, puis il va avoir des séquences d'un peu n'importe quoi. Mais, tu sais, honnêtement, là, on a eu des scènes de même dans les 3 derniers films, des scènes de n'importe quoi. Il y avait une scène similaire à ça, là. Dans le fond, c'était sur un tank dans la dernière croisade. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a eu avec le camion à la toute fin du premier film? Tu sais, c'était des scènes un peu ridicules. Puis là, ben, tu sais, c'est juste poussé un petit peu plus extrême. Peut-être parce qu'on peut le faire au CGI. On voulait pas le faire au CGI, mais tu sais, on a fini par le faire au CGI.
Puis honnêtement, je veux dire, je regarde ça au même niveau que tous les 3 autres films avant. Je veux dire, c'est un petit peu ridicule. Puis, qu'est-ce qu'on avait là, dans le Temple Maudit? Là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les chariots, là, dans les mines? C'était peut-être plus ridicule que qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Fait qu'on peut pas dire que ça, c'est ridicule. Quand on se rapporte à scène du chariot, je veux dire, c'était encore pire. Qu'est-ce qu'il faisait là, entre les chariots? Là? On avait demi-lune, je pense que justement, il était étiré entre 2 chariots, des affaires de même. Là. C'était complètement... c'est ce qui s'était pas fait sectionner en 2, quelque chose de même. Là, c'est ça. C'est la même affaire. Fait que quelqu'un qui arrive et qui dit là, que c'est pas comme avant puis que c'est ridicule, ben je vous en remets juste je suis pas méchant là, mais je vais juste vous faire repenser un petit peu que c'est des choses qu'on avait déjà vues là, dans la franchise. C'est juste que on la remet, puis le film, je pense que c'est ça, on attaque là, à cause du CGI. Puis je sais que je sonne un petit peu sur le fait que j'ai de l'air à être comme dans les deux camps. Honnêtement, j'ai de l'air à attaquer sur le côté visuel, puis en même temps, j'ai de l'air à le défendre. Mais je vais juste vous rappeler au podcast, j'essaie d'être le plus neutre, puis j'essaie de tout le temps faire l'avocat du diable sur chaque situation. Fait que je comprends un peu les deux bords, puis c'est ça que je fais là, depuis le début du podcast. Puis c'est ça, c'est que des fois je trouve que il y a des films là, qui sont on n'est pas juste avec eux autres. Des fois il faut regarder quand même les deux bords puis être honnête en comparant des pommes et des pommes. Fait que c'est ça, dans le fond, ils vont réussir, il va avoir toutes les poursuites. Puis je parlais de King Kong tantôt, puis ça me fait penser à ça. Il y a un bout là, où on est sur des bords de falaise. Là, dans King Kong, il y a genre des dinosaures, des affaires de même. Là, mais c'est un peu la même affaire. Là, ils sont en train là, de tout avoir des poursuites sur le bord de falaise, tout ça. Puis c'est tout un petit peu ridicule rendu là. Parce que dans le fond, ils sont peut-être sur le point de tomber, mais il tomberait là, tout simplement là, ça a pas autant c'est un véhicule, ça n'a pas autant de traction que si mettons il est en train de courir avec le bot, puis dans le fond la dextérité là, je veux dire le camion qui est sur le bord, il va tomber si mettons la gravité là, il est trop vers le bord là, mais en tout cas fait que éventuellement ils vont crasher les deux autos là, où il y a Spalco là, dans une Jeep, puis on a notre trio là, dans l'autre. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça va être la fin là, de Dovchenko. Dans le fond, il va y avoir un combat là, entre Indiana et Dovchenko. Puis finalement, Dovchenko va se faire bouffer là, par des genres de grosses araignées, pas araignées, mais des grosses fourmis géantes. J'ai essayé de m'informer là-dessus, là, sur ce qu'ils appellent là, des siafous ou quelque chose de même. Là. Les fourmis, est-ce que ça peut vraiment manger quelqu'un? Je pense qu'on exagère. Je vais quand même m'informer. Ça a l'air que ça existe quand même, là, des grosses fourmis de même. Mais c'est ça, c'est pas. Je pense pas qu'ils peuvent faire exactement qu'est-ce qu'ils font. Là, je veux dire, aussitôt qu'ils embarquent dessus, là, ils l'amènent dans un trou, puis des affaires de même. Là, on pousse ça à l'extrême. Puis il serait pas nécessairement mort là, aussi rapidement que ça. Mais il y a des fourmis là, qui sont dangereuses. Puis c'est sûr qu'ils peuvent, ils peuvent quand même y faire vraiment du dommage là, assez rapidement. Mais de le tuer aussi rapidement, là, c'est très peu probable. En tout cas, selon ce que je pouvais lire, mais c'est pour ça. Là. Mais je comprends. Quelque part, là, peut-être qu'on emprunte un peu là, de la momie là, qui est avec Brendan Fraser. C'est ça que ça me fait penser beaucoup. Là, mais il y avait des genres de scarabées là-dedans. Là, puis c'est pas mal un peu ça, je pense qu'on voulait emprunter comme idée. Mais comme les fourmis là, qui font comme toute une genre de pyramide pour essayer là, d'attraper Spalco là, qui s'est accroché à une branche. Là, c'est un petit peu n'importe quoi. Là, c'est ça on fait ça parce qu'on peut le faire. Ça, c'est là où le CGI me répugne. Parce que, je veux dire, c'est pas logique. Là. Ça, à quelque part, il n'y a pas de fourmis ou n'importe quel animal qui vont essayer là, de tout s'empiler un par-dessus l'autre pour faire une pyramide pour essayer là, d'attraper quelque chose.
chose. Tu sais, à quelque part, ils ont d'autres choses à manger. Là. Ils en ont rien à foutre là, de Spalco. Là. Fait que, tu sais, ça n'a juste pas de sens. Puis ça, c'est là que je trouve que le CGI utilisé de cette manière-là, je suis vraiment pas pour ça. Là. Mais dans toutes ces scènes-là, ben, eux autres vont réussir à se sauver. Là, se sont rendus 5. Là. Ben, ils vont réussir. Non, sont 4, mais c'est ça, tu sais, Spalco, elle est de son bord, elle se sauve de son bord. On sait qu'il y a des Russes qui restent, mais tu sais, en bout de ligne, là, on ne verra plus vraiment. On va y voir qu'ils vont tuer tout le restant de la tribu plus loin, mais c'est pas mal tout. Bien sûr, il reste Mac, que dans le fond, il va se brocher à leur groupe. Là, c'est ça. Ils sont 5, ils vont rembarquer dans leur Jeep. Puis là, ben, ils vont tomber là, dans une rivière. Puis c'est ça. Tu sais, il y a un bout où ce que Dr. Huxley avait dit qu'il faut descendre de 3 niveaux. Puis là, ben, tu sais, ils vont descendre là, de 3 chutes. Si vous remarquez que la 3e chute n'a pas l'air à marcher avec toutes les 2 autres chutes, ben c'est parce que la 3e chute, on est allé filmer là, carrément ailleurs. J'ai juste pas noté où. C'est dans un autre pays, là, carrément là, l'autre bord là, de. Je suis pas au Bangladesh là, ou en Inde, là, quelque chose de même, là, mais c'est quelque chose vraiment loin. Puis c'est ça, c'est pas du tout où est-ce qu'on a filmé là, les 2 autres chutes. Fait que tu sais, à quelque part, c'est parce qu'il y avait genre une tornade qui s'en venait, puis tu sais, dans le fond, on voulait pas, je sais pas, retourner quelques jours plus tard pour filmer cet endroit-là. On envoyait une équipe aller filmer ailleurs. Je sais pas exactement là, pourquoi qu'on pouvait pas revenir là, pour filmer là, pour la 3e chute, que ça remarchait un peu, mais ça c'est parce que je l'ai lu après, par la suite, mais pendant que j'écoutais le film, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas visuellement à cet endroit-là, puis tu sais, on n'a pas réussi à faire, puis là c'est ça que je le vois, que on a filmé à un autre endroit pour la dernière chute. Ben tu sais, je me dis, ben là c'est beau, ça a du sens, ça se voit clairement qu'on n'a pas filmé à la même place, puis c'est juste comme des raboutages de scènes, des affaires de même. C'est un petit peu ridicule. Honnêtement, je pense pas qu'il y a un de nos 5 personnages qui aurait survécu aux 5 chutes. Peut-être que, tu sais, comme par hasard, un aurait pu survivre, mais c'est certain que, tu sais, la plupart seraient morts, là. Tu sais, il serait fracassé la tête à quelque part, là. Tu sais, je comprends que c'est pas ce genre de film-là. Je comprends que notre personnage principal a survécu à une explosion nucléaire dans un frigidaire. Il a survécu à bien d'autres choses aussi. Fait que c'est pour ça que je suis capable de prendre ça dans le film aujourd'hui. Pas juste parce qu'Arnold Schwarzenegger a survécu à un saut là, dans une chute là, similaire là, dans le film de Predator. Je veux juste mettre ça au clair pour ça. Fait que, tu sais, en tout cas, quand ils finissent là, à tomber là, de chute en chute, ils se ramassent à l'endroit, là, carrément, sont à un bon endroit, là, où dans le fond, là, il y avait comme un endroit là, qui était écrit, là, œil et les larmes, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a comme un genre de crâne, là, qui est formé, là, avec une petite chute. Fait que c'est l'entrée, dans le fond, là, du royaume, là, probablement, on peut dire ça, là, ou la cité, ou, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Ils rentrent à cet endroit-là, puis, c'est ça, dans le fond, on voit que la tribu qu'on avait vu un peu plus tôt, ben, dans le fond, c'est leur repère. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, ils vont se faire poursuivre, mais ils vont réussir quand même à se sauver parce que dans le fond, ils ont un crâne avec eux autres. Puis dans le fond, eux autres, parce qu'ils vénèrent ça, ben dans le fond, ça je sais pas, ils ont comme peur de ça. Fait qu'ils vont les laisser aller. Mais tu sais, plus tard, ils vont se faire tout tuer là, par les Russes, que finalement, ben, il n'y aura pas vraiment de suite avec ça. Fait que, encore une fois, je pense qu'il manque quelque chose à cet endroit-là. Il aurait dû avoir une communication avec ce peuple-là. S'il n'avait pas une un peu plus tôt, à cet endroit-là, je pense que c'était nécessaire. Essayer de comprendre tout ça, qu'ils s'en viennent, qu'ils rencontrent les êtres interdimensionnels avec le chef de la tribu, quelque chose en même. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme bizarre. Il manque quelque chose à cet endroit-là. Pourquoi avoir cette tribu-là quand on n'est pour rien faire avec? C'est ça qui me fâche un peu. Il y a quelque chose qui est manqué. Je suis certain que ça a été filmé ou que c'était dans le script qu'on s'est dit on va pas perdre notre temps avec ça, puis on va juste sauter à la fin. Ce qu'il faut rajouter, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une fin à Spalco
le personnage là, de Kate Blanchett. Je pense que c'est ça que quelque part qui ont construit le film pour qu'elle ait une fin atroce à la genre là, de la fin là, de Indiana Jones, le premier film, mais beaucoup plus familiale là, que la fin du premier film. Elle va pas être fondue là, comme toutes les personnes là, dans le premier film, ou même le personnage de Donovan, où ce qui va comme être survieilli là, en quelques secondes. Là, elle va juste comme disparaître là, dans une en poussière là, genre elle va tout être illuminée puis tout ça là. Puis là c'est ça, dans le fond c'est quand ils vont rencontrer finalement là, dans le fond une genre de salle où ce que ça a l'air d'être un genre de conseil, mais c'est ça, c'est comme un être interdimensionnel, mais d'après moi ce que je peux comprendre c'est que c'est tout le même être qui est alentour, puis là ben tu sais une fois qu'il y a c'est comme il manque juste un bout du casse-tête, puis quand ils mettent le crâne, ben le casse-tête est complet, puis là ben dans le fond tout est activé, mais tu sais on sait pas plus. Ça je l'apprécie, on n'essaie pas de nous donner nécessairement des réponses. Peut-être qu'il y a des gens qui disent ben là c'est ça, tu sais que dans le fond ils essaient de prononcer des affaires, que les extraterrestres existent, des affaires de même, tu sais je veux dire cette série-là fait quand même des pas dans ces sens-là, dans n'importe quel, que ce soit l'Arche, que ce soit la Coupe du Graal, tu sais, je veux dire, on est arrivé avec ça, puis les poupées vaudou, puis les affaires de même, ils l'ont déjà fait. Fait que nous montrer que des extraterrestres existent, c'est quelque chose qui est plausible là, dans cet univers-là. Puis je vais l'acheter quand même, que ça me dérange pas à ce jour. Peut-être que ça me dérangeait un petit peu plus en 2008, mais aujourd'hui, là, j'ai aucun problème avec ça. Fait que c'est ça, elle, dans le fond, c'est un peu la même thématique qu'on avait eu dans le premier film, où ce que dans le fond, c'est juste le personnage de Spalko, elle en veut trop, dans le fond, elle est là pour les mauvaises raisons, puis finalement, ben, tu sais, elle a trop, qu'est-ce qu'elle demande, elle veut avoir tout le savoir ultime, puis dans le fond, là, ben, ça les fait comme sauter la tête complètement, là, dans le fond, elle n'est pas capable de le soutenir, puis finalement, ben, c'est ça qui amène à sa perte. Fait que là, dans le fond, Mac aussi, lui, il va mourir là-dedans. En bout de ligne, lui aussi, là, il est comme il est là pour les mauvaises raisons. Lui, il veut ramasser le trésor. Ils sont comme passés au travers là, d'une salle de trésor. Tu sais, je parlais de la momie tantôt, puis c'est peut-être parce que toutes ces scènes-là me font penser à la fin là, du premier film de la momie là, de 1997, je pense. C'est peut-être avant, là, je m'en rappelle pas. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais c'est ça, tu sais, ça me fait quand même penser là, à ce film-là avec toute la fin, là, où il me semble qu'il y a une salle de trésor aussi, puis qu'il y a quelqu'un aussi que justement là, il est assez saf, puis que tu sais, dans le fond, il veut juste ramasser là, des trésors, puis que finalement, ben, il meurt là, dans cette salle-là. Fait que c'est un peu la même idée. Il y a comme une fin avec Mac. Ça me fait pas. Tu sais, je trouve ça plate à quelque part. Je pense que tu sais, on est supposé trouver ça un petit peu triste que le personnage va mourir, là, tu sais, qui meurt comme en paix. Tu sais, dans le fond, il se laisse aller. Tu sais, il dit à Indiana Jones, tu sais, sauve-toi. Tu sais, je sais que c'est un bon personnage quelque part. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut ressentir. Mais je pense que ça aurait été le fun d'avoir plus un lien avec le personnage, comme que je disais un peu plus tôt. Je pense qu'on aurait ressenti quelque chose, pas nécessairement à pleurer, mais tu sais, on s'aurait dit, ben tu sais, c'est plate qui meurt. Là, je fais comme, c'est plate qui meurt, mais bof. J'ai pas sans plus là, tu sais, j'ai pas ça me fait rien là, tu sais, en tout cas, je trouve qu'il y avait un petit quelque chose qu'on aurait pu exploiter un petit peu plus sur ce personnage là. Fait qu'ils vont sortir de là comme qu'ils sont rentrés dans le fond, puis là ben ils vont se retourner de bord, puis dans le fond ils vont voir comme notre personnage interdimensionnel que il est comme dans sa soucoupe, puis que finalement ben tu sais il va disparaître. Tu sais, je me dis ils sont genre à 2 mètres, pas à 2 mètres, à 2 pieds de genre une genre de tornade où ce que tout le sol se défait, puis il bouge pas de là. C'est comme tu te recules. Tu sais, je veux dire, c'est une tornade là, à 2 pieds de toi.
tu recules. Tu sais, tu restes pas juste là, elle est à 2 pieds, elle va pas me toucher. Non, tu te recules. Des fois, elle va peut-être s'élargir, elle va peut-être te ramasser. Mais eux autres, tous nos personnages, ils restent là. Il n'y a pas de problème. Ils gardent la soucoupe s'en aller, puis il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas si c'est un manque de réalisation. C'est quoi? Qui a eu le manque là-dedans? Tu sais, M. Spielberg qui réalise, il aurait dû dire, tu sais, c'est parce que vous avez quelque chose, OK, vous voyez, Paul, c'est comme ça que j'ai un peu l'impression. Il est là en train de dire, t'es en train de regarder en bas, tu vois une soucoupe. Mais quand ils sont arrivés à Industrial Light and Magic, ils ont rajouté les effets, puis ils ont décidé là, que dans le fond, on voyait comme tout le sol normal, puis que, tu sais, ils ont rajouté des affaires que les acteurs ne savaient pas, ou quand ils ont filmé, ils savaient pas qu'il allait faire. Mais, tu sais, il y a comme un conflit d'idées dans tout ça, puis qui fait que j'embarque pas. Les personnages, ils savent qu'ils sont pas là. Je veux dire, on le sait, on le voit, qu'ils sont pas en danger, qui sont comme trop protégés. Tu sais, c'est un petit irritant. Je vais dire ça, là, je vais pas être insulté autant là, que je l'étais là, sur le cimetière, mais c'est un petit irritant quelque part. Là, ça colle pas. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, c'est juste nos personnages. Huxley a retrouvé là, toutes ses facultés, il a retrouvé sa tête. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans le fond, il était un bout peut-être en amour avec Marion, mais là, je sais pas, tu sais, le couple brisé à quelque part, j'imagine, je sais pas trop. Mais c'est ça. Fait que elle, Marion, elle est retombée rapidement en amour avec Indiana. Parce que lui, à quelque part, ce que je peux comprendre, c'est qu'il était sur le point de se marier, mais que lui, il a quitté, puis tu sais, il a juste quitté de même, puis que à quelque part, il dit qu'il y a eu d'autres femmes dans sa vie, mais il y avait tout le même problème, c'était pas Marianne. C'est comme, à quelque part, pourquoi t'es parti? Ça n'a pas rapport. Elle tombe encore sur ce charme-là. C'est comme, à quelque part, peut-être ça un peu aussi qui m'aide pas comme idée, sur le fait que je me dis, tu sais, elle est trop soumise à quelque part, il arrive, puis là, tout d'un coup, elle a des cœurs dans les yeux. C'est ça qui manque un peu, peut-être, dans le feu qu'elle avait dans le premier film. Oui, elle était en amour avec Indiana Jones, mais elle avait quand même un peu des couilles pour pouvoir y tenir tête. Là, c'est comme, il dit juste des beaux mots, puis là, comme elle est sur un nuage, puis, je veux dire, il peut dire n'importe quoi, puis je veux dire, tout d'un coup, là, tu sais, elle oublie tout, elle a plus de tu sais, il manque un feu à quelque part, puis c'est ça, tu sais, je trouve qu'à quelque part, là, je sais que je radote un petit peu, là, j'en rajoute un peu sur tantôt, mais c'est toutes des affaires là, qu'on nous remet là, un peu, là, puis, tu sais, dans le fond, on essaie d'avoir la clôture là-dessus, on voit que la famille est plus unie, là, tout finit bien, puis là, ben, tu sais, Indiana, il se met à accepter Mott, tu sais, en bout de ligne, au début, Mott, que lui, dans le fond, ce qu'il envisage être dans la vie, c'est plus réparer là, des motos. Dans le fond, il n'y a pas vraiment là, de direction. Là, je veux dire, il laisse où ce que le vent l'amène, ben, c'est là qu'il va aller. Une fois que Indiana il comprend que c'est son père, ben là, il veut l'envoyer à l'école. C'est sûr que c'est un professeur, fait que dans le fond, il veut que son garçon soit éduqué. Qu'est-ce qui va se passer exactement avec Mott? On ne sait pas. Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, Indiana et Marion vont finalement se marier. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie d'histoire-là dans le prochain film. Honnêtement, je pense qu'elle va être décédée d'ici le prochain film. Je pense qu'on va l'avoir juste comme retiré. Je serais surpris. Honnêtement, je serais pour, malgré tout ce que j'ai dit, le genre de venin que j'ai sorti, je trouverais ça le fun qu'elle existe encore dans le nouveau film, puis que tu sais, juste qu'elle décide d'être à la maison, quelque chose de même, je trouverais ça le fun. je vais laisser ça à ça. À quelque part, pas obligé de nécessairement à cause que j'ai pas aimé le film d'aujourd'hui, de décider que on veut juste faire plaisir aux fans ou n'importe qui, que je veux dire on va détruire ce personnage-là juste pour faire plaisir. Non, je pense qu'à quelque part, ça serait le fun de savoir qu'Andy il a marié quelqu'un, puis que tu sais, je veux dire, jusqu'à son dernier souffle, il va être avec elle, au lieu là,
Jessica Cameron dans le prochain film. Honnêtement, je pense qu'on va aller plus là, dans le côté là, qu'elle sera pas là, puis que, je veux dire, elle va être décédée, quelque chose de même, là, pour le libérer au pire, pour avoir quelque chose d'autre. Mais en même temps, je sais pas si on va aller là, à son âge. Mettons, on va le laisser avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Là, mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer là, aux prochaines semaines, là, parce que moi, en tant que tel, comme j'ai dit, j'ai rien vu. Là, j'ai vu quelques petites affaires, là, mais rien là, de vraiment alarmant. Là, je pense pas avoir vu aucun spoiler. Pour le nouveau film, fait que je suis quand même content encore à ce moment, je ne sais rien. Fait que c'est ça, tu sais, il se marie, puis tu sais, on a comme la passe où ce que dans le mariage, c'est là qu'on on avait demandé à. Tantôt, j'ai oublié d'en parler quand on a parlé de John Rhys Davies. On y avait quand même offert un caméo dans le film aujourd'hui. Je sais que John Rhys Davies, par contre, revient dans le nouveau film. J'imagine qu'on va y avoir donné quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on y a offert dans le film aujourd'hui. On y a offert de faire un caméo au mariage, puis John Rhys Davies a répondu, ben moi, tu sais, je veux dire, le personnage, qu'est-ce qu'il vaut dans la franchise, puis juste être un caméo à la fin, ben, tu sais, je veux dire, je veux rien savoir de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire au prochain film. D'après moi, il va être un petit peu plus impliqué, mais en tout cas, on verra bien pour ça, quelque part, si ça va peut-être être juste un caméo pareil. Lui aussi, il doit pas être jeune, puis tu sais, peut-être que je sais pas s'il est tout en santé ou pas, là. Mais en tout cas, on verra bien, là. C'est sûr que je vais en parler avec Serge au podcast là, sur le 5e film. Mais le dernier bout, tout ce que je dois parler, c'est le chapeau qui tombe à terre par un coup de vent à l'église et que Mott est sur le point de ramasser le chapeau, mais finalement, Indiana va ramasser le chapeau, puis il va, comme il fait signe, non, je veux dire, c'est mon chapeau. Comme il va dire, c'est ma franchise, ça devient pas ta franchise. Je sais pas comment vraiment interpréter ça. C'est comme si, mettons, on veut ouvrir peut-être la porte qu'il pourrait avoir un film spin-off avec Mott. Là, c'est comme on dit, regarde, ça reste toujours quand même le film Indiana. Je pense qu'on a fait le meilleur choix ultimement. C'est pas que Steven Spielberg il voulait comme un peu là, retourner là, sur Shia LaBeouf et dire non, je te donne pas autant de contrôle que ça. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'on voulait quand même respecter le fait que c'est un film d'Indiana Jones. On voulait pas trop mettre l'emphase sur la prochaine fois. On voulait quand même garder l'emphase sur le film présent. Puis, je pense que c'est ça qu'il fallait faire aussi. C'est Indiana Jones, il est pas mort. Peut-être qu'il va revenir encore pour un 5e film. Je pense que c'est ça qu'on nous dit aussi. C'est pas fini. Là. La dernière fois, il était parti là, au coucher de soleil là, avec il était les 4 au coucher de soleil. Ça laissait quand même un peu une porte ouverte. C'était une finale. On pouvait le voir un peu là, dans les deux manières. Puis c'était un peu ça aussi avec le chapeau. Quelque part, le chapeau, il appartient à Indiana. Quelque chose d'autre appartient à Mott. Je veux dire, c'est pas le chapeau, sont différents accoutrements. Fait que ça finisse de même, j'ai pas de problème avec ça. Puis, chose aussi que j'ai négligé de parler, là, c'est bien sûr John Williams qui revient à la musique dans le film aujourd'hui. Puis, honnêtement, c'est une trame sonore qui me laisse indifférente. Vraiment, je pense que la meilleure trame sonore là, d'Indiana Jones, c'est le 2e film. C'est là où vraiment il y avait le feu, Monsieur Williams. Je pense que c'était sa partie la plus créative là, à cette époque-là. Je pense que là, c'est correct. Là. Je veux dire, c'est du John Williams. On sait que c'est du John Williams, mais puis je trouve ça quand même assez le fun. Pareil que Monsieur Williams revient pour le film, là, pour le prochain film, malgré son âge. Là, je sais pas, je l'ai pas rapidement là, devant les yeux, mais qui va comme tout clôturer dans le même principe qu'il a tout fait les derniers Star Wars.
que dans le fond, il vient finir l'œuvre. C'est bien correct, là, je suis bien content de ça. Mais pour la trame sonore, honnêtement, elle me laisse pas mal indifférente, pas mal comme la dernière croisade. Là, c'est pas mal au même niveau. On a la tune thème d'Indiana Jones qui apparaît une fois de temps en temps. On a des nouveaux thèmes qui ont été incorporés pour le film d'aujourd'hui. Mais honnêtement, ça reste que est fonctionnel, mais pas grandiose, là, comme qu'il a déjà composé là, plus tôt dans cette franchise-là. Alors, en conclusion, honnêtement, quand je suis rentré là, au début du podcast, je pensais arriver avec plus un jaune-vert, peut-être même plus verdâtre que jaune. À force de parler du film aujourd'hui, plus l'analyser, c'est pas la première fois que ça me fait ça au podcast, là, mais il y a certaines occasions que c'est arrivé, là, puis j'en ai parlé quand c'est arrivé. Je vais peut-être le décaler, là, plus, je veux pas dire rouge, c'est pas si pire que ça, mais je vais dire c'est un jaune. C'est pas l'horreur que les gens prétendent que c'est. Sauf que le côté, je veux pas dire lâche, mais le côté qu'on s'est pas forcé, ça se ressent beaucoup. C'est le fun de revoir les personnages. Toutes les affaires extraterrestres, les affaires de même, essayer de mettre quelque chose de nouveau. Je suis pour ça. Je trouve que il faut. Si maintenant on aurait fait encore, là, on aurait trouvé, je sais pas, quelque chose de biblique, l'Arche de Noé, maintenant. On aurait essayé de trouver ça. Là. Je sors n'importe quoi, là. OK, c'est beau. Ça aurait bien marché avec peut-être mieux que le thème d'aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui. Ça aurait peut-être mieux été là, avec les 3 premiers films. Mais j'aurais l'impression de, comme on fait juste comme brasser les mêmes idées. On n'essaye pas de pousser un peu plus. Je parlais au début du podcast, j'avais parlé là, d'un peu les mêmes idées, là, comme des vieux films qui revenaient. Live Free or Die Hard, Die Hard 4, Rambo, Rocky. J'ai nommé ces 3-là. Il y en a pas vraiment d'autres, ils m'en reviennent juste pas. Là. C'est comme 3 films que j'ai couverts au podcast. Là. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? Le Rocky Balboa, je pense que c'était 2006. C'était un film qui essayait de se rapporter au premier film. C'était sensiblement un remake du premier film où rendait vraiment hommage au film original. C'est pas que le film de Rocky Balboa est pas bon. Je veux dire, je pense que j'aime mieux un film de Rocky Balboa au film d'aujourd'hui. Ça, je vais mettre ça tout de suite. Mais le côté plate de Rocky Balboa, c'est que il essaie pas d'aller chercher quelque chose de plus. Tandis que, le film d'aujourd'hui, il essaye d'au moins mettre un petit vent de fraîcheur dans la franchise, d'essayer d'explorer des idées. Puis que, si mettons 3 ans plus tard, on décidait de faire un Indiana Jones 5, on aurait pu partir dans une direction différente. C'est ça qui est le fun quand même avec la franchise d'Indiana Jones. On peut faire toutes sortes d'affaires. Là, on a décidé là, de ne pas le faire, puis éventuellement, là, pas trop longtemps après, en 2012, on a vendu là, la franchise avec les Star Wars, puis tout ce qui est de LucasArts, Lucasfilms plutôt, c'était vendu à Disney, fait que c'est Disney qui reprend les rênes à partir de là. Mais c'est ça, juste pour terminer là, sur le film d'aujourd'hui, c'est pas autant une atrocité que je pense qu'on dit. Je pense que les gens regardent le film parce que, je veux dire, sont très nostalgiques sur les 3 premiers films, mais quand même qu'ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de bien différent dans le film aujourd'hui. Il y a des choses que oui, notre personnage a vieilli. Il y a des affaires, le CGI n'est pas nécessairement au point. Je pense que le CGI est meilleur que les maquettes. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Comme j'ai parlé, le mannequin là, en arrière de la moto, là, c'est inexcusable. La maquette, c'est inexcusable. Le CGI, puis qui paraissent tout le temps sur des plateaux de tournage, c'est inexcusable. Fait que, c'est ça. Il y a des affaires de même que j'ai comme l'impression qu'on voulait juste le faire à moitié. On avait peut-être l'intention de le faire, ou Steven Spielberg a dû être convaincu de faire le film. Puis je pense que, dans le fond, Steven Spielberg a fait le film plus par respect pour George Lucas, plutôt que ça y tentait vraiment de le faire. Je pense pas que ça y tentait à 100%. Puis honnêtement, je pense que les commandes auraient dû être données
à un autre réalisateur, puis que, tu sais, qui aurait dû être fortement assisté par Steven Spielberg et non réalisé par Steven Spielberg. Je pense qu'on aurait pu avoir un film beaucoup plus fort. Puis, tu sais, je peux pas mettre les effets visuels sur les mains de Steven Spielberg, mais en même temps, ben oui, parce que c'est lui le réalisateur, c'est lui qui dit le mot de fin. Puis, tu sais, c'est quand même, je veux dire, j'ai parlé de Jurassic Park l'année passée, je pense. Les effets visuels de 1993 tiennent encore la route aujourd'hui. Fait que, tu sais, puis pourquoi qu'un film avec des visuels d'il y a 15 ans ne tient pas la route? Fait que, tu sais, c'est ça, à quelque part, c'est la détermination de quand même M. Spielberg qui aurait dû dire ça passe pas, retournez à votre ordinateur, continuez à programmer, puis, tu sais, je vais vous dire, OK, quand ça va être correct. Ben c'est ça, c'est tout ça à quelque part que il aurait dû au pire changer de technique ou quelque chose de même. Il y a quelqu'un qui a juste fait comme c'est bon, c'est beau, on veut juste ça, puis c'est correct, ça va faire l'affaire. Je veux juste que le film soit fait et qu'il sorte. C'est ça un peu que j'ai comme motivation que je ressens de M. Spielberg. Puis c'est ça que je trouve vraiment dommage. Fait que c'est pas mal ça. Fait que tu sais, je vais tenir sur mon jaune, mais c'est ça. Tu sais, je pense pas que c'est l'horreur que les gens prétendent. Qu'il y a des gens là, je pense que Serge même aussi avait dit qu'il l'avait pas écouté depuis qu'il l'a vu au cinéma. Bien sûr, tu sais, il va probablement en parler là, en début de podcast quand on va parler du 5e. Puis c'est sûr qu'on va probablement comparer un peu qu'est-ce qui est peut-être le meilleur film là, de finale pour notre archéologue. Fait que dans mes prédictions pour la semaine, pas la semaine prochaine, mais pour le prochain podcast d'Indiana Jones, honnêtement, je pense que c'est ça. On va les choses qui n'ont pas été exploitées, là, comme demi-lune, je pense que c'est quelque chose qui va apparaître. Je vais être quasiment déçu si on le fait pas. Je veux pas nécessairement. Je veux juste mettre ça clair. C'est pas que je veux tout le temps avoir des callbacks. Je suis un petit peu tanné là, de justement avoir des callbacks. Je veux un film qui est le fun. Je veux pas un film qui me rappelle l'Arche perdue. Je veux pas un film qui me rappelle tout le temps le Temple maudit. Je veux pas un film qui va me rappeler qui va me rappeler Sean Connery dans le troisième film. Je veux pas ça tout le long. Je veux un film qui va être le fun, qui peut se tenir tout seul, qui n'est pas toujours un rappel. C'est comme ça qu'on fait tous les films aujourd'hui. On veut toujours nous pincer sur les cordes sensibles. Je veux pas un Indiana Jones qui meurt. Je veux un Indiana Jones qui finit en paix quand même, puis qui dit là, c'est assez. Il raccroche son chapeau à la toute fin. Pas de côté à pleurer. Je veux que ça soit juste une fin tout simple. Que tu sais, qu'on sorte de la salle de cinéma, qu'on se dise hey, c'était le fun, c'est un bon montagne russe, puis on sort, puis on n'a pas de larmes aux yeux, puis on se dit ben tu sais, on est satisfait, c'est ça que je veux au prochain film. Je veux pas je veux pas de larmes, je suis tanné des films où ce que ça finit que on veut juste pleurer à la toute fin. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est l'air qu'on vit dedans. Puis, en tout cas, on verra bien, là. Puis, je veux pas non plus passer le flambeau. Je pense que c'est ça le problème aussi pour cette franchise-là. Ils l'ont acheté avec... ça a coûté cher. Ils vont pouvoir faire un film, mais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On peut faire une série télé ou, tu sais, on peut faire plein d'affaires, mais, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire au prochain film? Tu sais, on peut arriver puis recaster, revenir dans le temps de la guerre. On peut refaire toutes sortes d'affaires. On peut revenir en 1930, quelque chose de même, un petit peu avant le premier film, des affaires de même. On peut le faire. Les prequels, vous savez qu'est-ce que je pense des prequels. Mais on peut arriver juste marquer 1939. Ça se passe un petit peu après la dernière croisade. On n'est pas obligé d'avoir Henry Jones Sr. qui est là. Ils peuvent faire toutes sortes d'affaires là, à quelque part. Ils peuvent juste recaster tout simplement pour continuer la franchise. C'est sûr que là, on veut finir comme en guillemets l'ère avec
Harrison Ford. Puis qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ben, c'est ça. J'espère juste qu'on le met pas nécessairement en place. Tu sais, qu'on va juste profiter. Puis là, tu sais, on a un film, je pense qu'il va durer 2h35. Fait que c'est quelque chose qu'on veut faire assez grandiose. Tu sais, on va prendre notre temps. Puis c'est ça. Ça me fait peur un petit peu. Parce que généralement, à 2h30 passées, là, on essaie de mettre beaucoup d'émotions, des affaires de même, et on va essayer de vivre bien des affaires. Puis, ça, c'est juste des généralités. Là, on va vivre des émotions en 90 minutes aussi. Mais, quand on a 2h30 qu'on passe avec quelqu'un, ben, je veux dire, des fois, on a tendance à plus les ressentir. C'est juste par une question de temps là, qui est juste investi sur quelqu'un. Autre chose aussi que j'espère quand même aussi, c'est qu'on a quand même consulté George Lucas. J'ai vraiment pas rien lu. Je serais surpris qu'on a consulté George Lucas, mais s'il y a eu un peu quelque chose à dire, des concepts, des affaires de même qu'il a apporté, je trouverais ça le fun. Parce que là, on a un nouveau réalisateur, probablement l'équipe Disney qui est là en arrière, tout ça, qui ont travaillé sur probablement là, certains sur Thor ou n'importe quoi, là, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'espère qu'on va avoir quelque chose là, qui va quand même nous ramener, qui va clôturer. Mais qui va être le fun. Ultimement, c'est ça que je veux, qu'il y ait du fun, puis qu'il soit pas juste des clins d'œil. C'est vraiment juste ça que je veux pour le prochain film. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, normalement, j'aurais couvert le Flash en fin de semaine. Mais, du coup, c'est pas trop certain. La semaine prochaine, ça va dépendre là, de mon invité, dans le fond, puis comment que je vais réussir à mixer là, le podcast. Parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, je devrais enregistrer avec le podcast Cinérum. Ça va être une première collaboration qu'on va faire ensemble. Fait que on va parler là, de Flash. Puis c'est ça, le temps d'enregistrer puis le temps de mixer, tout ça. Fait que il est peu probable, puisqu'on va enregistrer là, un peu tard dans la semaine, puis que je veux dire, j'aurai pas le temps de mixer tout ça à temps. Fait que il y a des grosses chances que la semaine prochaine, ça sera pas Flash, ça va être le film de Goonies qui est sorti là, dans les années 80. Qui est pas, je pense pas que c'est réalisé par Steven Spielberg là. Je veux dire, je l'ai juste dans mon horaire pour le faire là. Je me suis dit ça serait un film qui serait le fun à rajouter avec Indiana Jones, mais c'est ça, c'est pas c'est juste que c'est pour rajouter dans la thématique. Il me semble que l'acteur là, qui faisait Short Round là, dans Le Temple Maudit, ben il apparaît dedans, tout ça. C'est un petit peu un film, pas spin-off, mais un peu là, dans le même royaume qu'Indiana Jones. Puis on va faire ça pour casser un peu là, l'idée, puis juste un peu continuer ça. Fait que ça va être probablement la semaine prochaine, puis après ça, ben la semaine suivante, ça va être Flash. Si Flash, je réussis à le mixer à temps, toute l'éditer puis le monter, ben ça va être ça la semaine prochaine. Je suis désolé, j'ai pas de réponse au moment que j'enregistre. L'enregistrement, bien sûr, il est pas fait. Fait que ça va être un peu lancé là, vers jeudi, vendredi là, que je vais vous dire là, qu'est-ce qu'il va sortir la semaine prochaine. Mais tout simplement, pourquoi qu'aujourd'hui on parle d'Indiana Jones et non Flash, ben c'est pour ça. Donc, si mettons vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter, ben n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi sur l'apparition là, que vous trouvez là, le podcast, puis même sur les logiciels de téléchargement. Là, souvent, là, il y a des endroits. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, ben il y a des endroits où ce que vous, je pense que il y a une section en bas où ce que vous pouvez laisser vos commentaires. C'est toujours apprécié là, de lire vos commentaires sur qu'est-ce que je dis, ou si maintenant vous avez quelque chose d'argumenté, n'hésitez pas à le faire, parce que même vos commentaires, je vais les amener avec moi, parce que quand je vais passer vers l'autre monde, ben ma place ça va être dans un musée, ainsi que vos commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes,
dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. Jones is getting away! I think not. Not that Jones, the other Jones!